Eh bien, au Mali, la France est une fois au banc des accusés dans un communiqué lu ce jeudi 14 août à la télévision nationale par le général Daoud Ali. Les autorités maliennes ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État impliquant une cinquantaine d'officiers supérieurs de l'armée, dont deux généraux, pour mener à bien cet acte subversif. Un certain Yann Vézilier, citoyen français travaillant pour le compte des services de renseignement de l'ancienne puissance coloniale, s'est fait entourer des figures connues de la Révolution, parmi lesquelles le général Abbas Dembélé, ancien gouverneur de la région de Mopti, qui s'est parfois montré clivant sur les capacités du général Assimi Goïta à mener à bien cette révolution, aurait donc finalement fait allégeance aux forces du mal. Jusqu'où peut aller finalement Paris dans sa volonté affirmée, affichée, à vouloir finalement retourner certains esprits contre cette révolution? La question est au cœur de nos échanges. Avant de vous retrouver, Charlie Kenny, on va prendre effectivement l'extrait de cette communication du gouvernement malien par l'entremise effectivement du général Daoud Ali que nous avons en image. Nous suivons cet extrait et on vous retrouve derrière Charlie Kenny. Obscurantis, communiqué numéro 0077 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vézilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dembélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours. Plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 14 août 2025. Et voilà, merci. Charlie, je vous retrouve donc autour de cette problématique assez particulière où il y a une volonté clairement affichée désormais de la France. Alors, on fait savoir qu'on a des soucis avec notre ami Charlie Kenny. On va revenir donc sur ce plateau central, vous donner la parole, Jonathan Tenguede. Alors, il y a une nette volonté, une dorsale, l'axe du mal qui s'est donc finalement créé et qui semble aujourd'hui prendre, s'enraciner du côté de Bamako. Entre 2022 et 2025, on a frôlé quelque chose comme deux complot de déstabilisation, si on exclut en tout cas les dynamiques souterraines jusqu'ici sur lesquelles le gouvernement de Bamako n'aurait pas à communiquer parce que maîtrisant effectivement les enjeux, mais surtout la sécurité du pays. Aujourd'hui, là, sur le coup, on a quand même quelque chose d'assez assez impressionnant, une dorsale de déstabilisation qui s'est créée autour d'un agent de la DGSE française, même si la France tout à l'heure, on pourra avoir des éléments d'illustration au départ. C'est
a tenté de méconnaître en tout cas son élément et finalement s'est ravisé tout en demandant, du moins en implorant Bamako de libérer son ressortissant, alors son citoyen, sous le fallacieux prétexte que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés. Mais lorsque là, Jonathan Schulko, on a quelque chose comme 54 officiers de l'armée qui sont impliqués dans un tel coup foiré, comment est-ce qu'on appréhende une telle démarche? Est-ce qu'on est là sous le coup d'une dynamique des frustrés qui veulent absolument se faire justice, ou alors on est dans une dynamique classique de déstabilisation portée à chaque fois par l'armée, du moins par la France? Vous savez, c'est quand vous regardez le profil de ces individus, ceux qui ont été arrêtés, parler de frustrés serait un peu un grand mot. Parce que il y a peu de temps encore, Abbas Dembélé était colonel. Il a été promu général dans la vague de promotion au sein de l'armée malienne. Donc, sur le plan professionnel, il suit une carrière normale. C'est un peu le cas de beaucoup d'officiers qui sont cités dans cette affaire. Nema Sangara, un élément qui a surpris, c'est le général Nema Sangara. C'est une femme. Femme générale, elle était très charismatique, très appréciée aussi des populations. Ça a été tout comme le général Abbas Dembélé. Et ça a été une surprise de voir qu'elle est citée comme étant... Apparemment, elle est chez elle. Elle est gérée? Non. Jusqu'à hier, elle était encore interpellée. Juste une remarque. Les Maliens ne disent pas Dembélé. Je ne sais pas pourquoi, c'est écrit en français, c'est Dembélé. Dembélé. Comme tu dis Dembélé. C'est comme tu dis. Ils disent Dembélé, alors c'est écrit en français. C'est Dembélé. Donc, vous avez, merci pour ça. Vous avez Abbas Dembélé, vous avez Nema Sangara, des généraux qui étaient très bien cotés en matière de perception par les populations. C'est des personnes qui ont accompagné la lutte contre le terrorisme, accompagné le gouvernement de transition dans ses efforts. Donc, il y a une grosse surprise sur les profils, une très grosse surprise. Maintenant, là où on voit quand même des connivences un peu bizarres, c'est lorsqu'ils se mettent avec M. Vélizier. M. Vélizier, c'est un officier de renseignement français. Vous avez encore des décisions, vous l'avez là en image, M. Vélizier. On essaie d'établir entre eux une relation. Lui, il aurait contacté ces éléments, leur aurait donné des moyens pour lancer une opération contre le général Assimi Goïta, avec monsieur le général Dembélé qui était proposé comme le futur patron de la transition. C'est un peu... Vous convoquez le fait que le général Abbas Dembélé, on est également à l'école de la, je crois, c'est de la phonétique. Oui, c'est comme tu dis en français, D-E-M-C. Ok, Dembélé. Alors, tout à l'heure, j'ai convoqué l'argument de la frustration, vous l'avez balayé du revers de la main, mais vous semblez revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'il avait non seulement un profil quasiment de l'emploi, et il avait une forme de reconnaissance. Quoi, du général président? Oui. Non, quand même. Est-ce que la fonction de président de la République fait partie de la carrière d'un militaire? Non. Un militaire, quand il a atteint le grade de général, c'est l'accomplissement de toute sa carrière. Maintenant, dans le grade de général ou bien dans la position de général, il y a de nouveaux échelons. Il y a des brigades, divisions, corps d'armée. Voilà. C'est une évolution tout à fait normale. Là, il était jeune. Général de brigade, ça fait à peine 2 ans, c'est 1 an. Il est arrivé là, donc ça lui donne le temps de faire ses classes et de devenir, il pouvait même finir général de corps d'armée ou général d'armée. C'est pas la carrière, une frustration professionnelle. On a là affaire avec certainement une cellule qui a été activée du fait des frustrations qui existent aujourd'hui au sein de la transition malienne. Ces frustrations peuvent être récupérées. C'est d'ailleurs pourquoi nos cris depuis la semaine dernière visaient à interpeller les autorités maliennes pour qu'elles se ravissent sur un ensemble d'éléments et qu'elles le corrigent très vite pour ne pas donner le là à de tels acteurs. Moi, je condamne d'abord fermement ce type d'initiative, c'est à condamner fermement.
aucune solidarité avec les auteurs de cette action. Si jamais c'est prouvé qu'ils étaient dans le putsch. Et je fais confiance aux autorités maliennes pour qu'elles établissent des relations. C'est à condamner. Il n'y a rien à comprendre dans ce genre d'action. Maintenant, sur ce cas du général Abbas Dambélé, j'espère que je vais finalement arriver. Il y a quand même une suite, j'ai envie de dire, peut-être cohérente et logique. Il y a quelques mois, voire quelques semaines, il est démis de ses fonctions. C'est d'ailleurs le seul gouverneur qui a fait l'objet, on va dire ainsi, d'une sanction administrative parce qu'il est démis de ses fonctions. Et quelques jours plus tard, il est cité dans une situation aussi trouble comme celle-là. On se dit, est-ce qu'on n'avait pas nourri, bien par le passé, une forme, peut-être pas de haine viscérale, mais tout à l'heure je parlais de frustration, je ne sais pas si l'expression ne cadre pas, mais de ce qu'on a pu recouper, il y avait comme une forme de crise générationnelle entre lui qui se revendiquait une forme d'autorité morale au sein de cette armée. Donc de son point de vue, se voyait désormais une véritable carrière peut-être présidentielle. S'il se voyait une carrière présidentielle, ça c'est ses projets personnels. Moi je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans sa dynamique motivationnelle à ce point-là. Mais maintenant, il faut condamner. Maintenant, il y a une deuxième grille d'analyse. Il y a des frustrations réelles. L'affaire Choguel, c'est le même patron de renseignement qui allait voir le procureur pour dire qu'on doit arrêter Choguel. Ce patron de renseignement, il faut bien qu'il établisse ses preuves. Parce que nous, on ne va pas seulement nous fier à ces déclarations, ils ont entretenu. Il faut que la justice présente les éléments de preuve. Et quand les éléments de preuve sont présentés, il y a une gestion des terroristes qu'on a appelés soldats ivoiriens, et 50 qui avaient été arrêtés. Il y a une gestion 49, mais ils disaient qu'ils étaient 50. Officiellement, ils ont dit qu'ils ont été 50. Les autorités maliennes ont arrêté ces officiers, ces Ivoiriens, ces soldats ivoiriens, bon, moi je les appelle des terroristes, ces terroristes internationaux qui sont arrivés sur le sol malien. Et ils ont marchandé les terroristes. Ils ont pris de l'argent contre la liberté des terroristes. Même ça n'en fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Si c'est la France, quand on dit que c'est la France qui est derrière les terroristes, la France, le France s'est fait battu. C'est en France. Si votre problème c'est l'argent, si finalement ça fait, oui, c'est peut-être là où je voulais, c'est pas là que je voulais arriver. Si finalement ça fait un peu de sous au trésor public et ça contribue à l'effort de guerre. Vous avez déjà vu dans le monde un État arrête les terroristes et après on vient payer leur liberté. Vous avez vu ça? Ça ne fait pas sérieux. Il y a des causes qu'on ne marchande pas. Il y a des situations qu'on ne marchande pas. Jonathan, vous avez arrêté des terroristes. Vous les avez suffisamment cuisinés, passez-moi l'expression. Vous avez des informations nécessaires. Ils vous servent à quoi? Vous les vendez. Si on a le besoin. Non. Un terroriste. Le sort des terroristes dans le monde où nous sommes, c'est la mort. Je vais vous prendre un exemple. Ce n'est pas un très bel exemple. Vous avez vu, l'État ivoirien a considéré que M. Alain Traoré était un terroriste. C'est ce que l'État ivoirien a dit, que c'est un terroriste. Il travaille pour déstabiliser, pour venir faire un putsch à Ouattara. Et ils disent que son putsch, ce n'était même pas qu'ils vont prendre les armes, non. Il va recruter une cyber-milice. Il va faire la guerre informationnelle. Ouattara a jugé que c'était déjà très grave. Il dit ça, c'est une situation extrêmement préoccupante. Quel a été le sort de M. Alain Traoré? Il est assassiné. On a maquillé ça sous forme de suicide. Un suicide. Donc, Ouattara leur a montré le plus bel exemple. Quelle est la devise des États-Unis, de la France, même en matière de traitement de ses concitoyens terroristes? Officiellement, je ne parle pas du traitement officieux qui est parfois dû à des stratégies de l'État. Officiellement, la France dit que si tu es un citoyen français, que tu es terroriste et que tu es sur un théâtre des opérations, quand on te prend, la DGSE a l'obligation de t'éliminer. Tu ne rentres pas en France faire la prison. La France n'a pas d'argent à dépenser pour quelqu'un qui est terroriste.
c'est pas la prison, on te tue là-bas. C'est ce qu'ils ont appliqué avec beaucoup en Syrie. C'est une doctrine simple. Si quelqu'un est terroriste, on le juge, on le condamne de la plus ferme des condamnations et on exécute cela avec la rigueur de la loi. Alors, si maintenant on a des gens qu'on nous présente comme étant des comploteurs qui veulent réaliser un putsch, le premier élément que nous demandons à l'État malien, il faut mettre les preuves. C'est assez grave. Mettez les preuves sur la table. Montrez-nous que ces individus sont effectivement... Parce que ce patron de renseignement, moi, il ne vous ment pas, je le regarde un peu bizarrement. Depuis son affaire avec Choguel, là, je le regarde bizarrement. Il se lève, il va voir le procureur, il dit il faut qu'on amène Choguel. Choguel est en cellule. Bon, maintenant, les motifs, c'est quoi? Il a détourné l'argent. On n'a pas apporté les preuves. Le procureur lui-même attendait encore, était encore de réaliser. Rien. Donc, vous avez déjà, c'est ce patron de renseignement qui a déjà utilisé sa position pour une situation problématique. Et c'est lui qui est encore à la manœuvre. Il faut que ce patron de renseignement au Mali, qu'il travaille à nous sortir des preuves. Il faut établir des preuves que le général Dambélé, Abbas Dambélé, est effectivement un comploteur qui voulait tuer Assimi Goïta. Et les autres comploteurs qu'on avait arrêtés, tout le monde, c'était facile. On les a identifiés, les enquêtes, tout le monde, vous avez vu comment on les a défendus, c'était facile. On a tous condamné. Moi, je condamne. Mais, il faut mettre les preuves. Il s'agit quand même de deux personnalités. Et quand vous écoutez certaines personnes, ils disent que le général Dambélé était devenu une figure de la critique interne. Il était devenu une figure de la critique interne. Donc il faut établir les preuves. Il faut qu'on évite de tomber dans le cadre des puges politiques. Qu'on apporte les preuves. Ces preuves-là, on les met à la disposition du peuple malien pour encourager les populations à continuer de soutenir la transition. Et leur faire comprendre qu'il existe des menaces réelles. Il faut des preuves. C'est très grave le motif pour lequel ils sont interpellés. Et ce que moi je demande particulièrement, c'est que ça soit un traitement radical. J'ai vu des gens qui ont dit que je suis très radical sur le direct. C'est vrai. Sur certaines questions, je suis radical. Il faut être radical. Il faut prendre ces messieurs. Si effectivement il y a des preuves, on ne va pas les mettre en prison. Parce qu'on met les gens en prison et d'autres vont continuer à croire qu'ils peuvent aussi se lancer dans ce genre d'aventure. Quand il y a les preuves, on t'exécute. C'est tout. Toi, Jonathan? Si moi il y a les preuves que je suis en train de faire un putsch, on m'exécute. Tu es d'accord? Je suis d'accord. C'est remonté aux visions sont enregistrées. Hein. Je suis d'accord. Continue alors. Donc, s'il y a des preuves, on les exécute. S'il n'y a pas de preuves, on tombe là dans quelque chose qui devient dangereux pour l'État. Donc, pour nous, pour moi, pour ma position, c'est qu'il faut être ferme dans le traitement de cette affaire, mais il faut surtout être rigoureux en produisant des preuves et en laissant la justice suivre son cours. À la fin, si la justice établit leur culpabilité de manière entière, et bien que la justice ne lésine pas. Il ne faut pas que certains Maliens croient qu'il leur est permis d'aller faire du n'importe quoi dans cette période en cette période de transition. Le Mali vient de très loin. Les terroristes avaient déjà occupé 40% du territoire. Ce gouvernement de transition, on peut lui porter des remarques, mais on ne peut pas fermer les yeux sur le grand travail qui a été abattu en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de restabilisation de l'État et de restauration de la souveraineté du Mali. On ne peut pas fermer les yeux dessus. On doit saluer ces efforts et on doit faire de cela des acquis. On doit protéger et préserver ces acquis. En les protégeant, en les préservant, on doit garantir aussi un état de droit pour l'ensemble des Maliens. Une justice qui est véritablement juste pour l'ensemble des Maliens. Donc, avec ce cas, il faut que la justice se montre rigoureuse, que le procureur mène son enquête en toute indépendance et que le procureur, quand il s'est prouvé, le procureur prenne les décisions les plus fermes
les décisions les plus dures contre ces derniers. Ce Vélizier-là, faut pas faire de blâme avec lui. Lui, il faut le mettre dans une prison difficile. Parce que c'est un barbouze. Le droit international interdit ça. Il est lieutenant-colonel de l'armée française. Vous avez vu son document? Promotion d'ailleurs, je crois, de 2020. 2020, il a été promu lieutenant-colonel. Il est entré dans l'armée en 1997. Il est entré comme sergent. Il a été promu sergent au niveau de l'école des officiers, je crois, des sous-officiers de l'armée de l'air. Donc c'est un aviateur. Cet individu, ce monsieur, parachutiste, c'est un barbouze. Et les barbouzes, dans le droit international, c'est des gens qui n'ont pas le droit d'exister. Le droit international prohibe ce genre de travail. Mais on sait, on voit comment on traite ce genre de personnage. Quand vous regardez que par exemple le FSB attrape des agents de la CIA, on les met dans les prisons dures. Vous voyez souvent quand ils sortent de là dans les cadres d'échange de prisonniers, le gars est maigre, sérieusement maigre. Pourquoi? Il est maigre parce que là-bas on le traite durement, c'est que c'est un militaire. On lui applique un traitement réservé à des combattants. Donc ce Vélizier, on ne veut pas entendre qu'on l'a encore vendu. Cette manière de traiter les affaires de l'État, il faut que le Mali arrête ça. Le gouvernement de transition doit arrêter d'humilier l'ensemble des combattants du panafricanisme avec de telles pratiques. On vend les prisonniers. Ils arrêtent ça. Ils laissent ce prisonnier peut être utilisé dans le cadre d'une négociation sur des affaires plus importantes. La CIA le fait, le FSB le fait, et d'autres services qui sont sérieux, le Mossad même le fait. Donc, il faut partir sur un traitement assez sérieux. Ce monsieur Vélizier, on le met au Niouf et sa sentence doit être 2 fois celle des autres. Bon, si les autres on les tue, lui, sa sentence doit être très dure. Il faut qu'on le mette là où il va se sentir en inconfort. Le jour où il sort de là, il a encore une très bonne corpulence. Il doit sortir de là comme un exemple. Que quand la France, même les patrons de la DGSE vont le voir, quand ils vont le regarder, ils vont se dire waouh, les Maliens ont un traitement spécial pour les gars qui partent là-bas et ils se font prendre. Donc on va dire à quelqu'un, tu es affecté au dossier malien, vous allez voir, il y aura beaucoup qui seront réticents. Vont dire, nous forme à lutter contre la torture, mais là, ceux-là, ils sont vraiment... Il faut quelque chose d'assez coriace. Voilà. Donc il faut ça pour dissuader même les agents de la DGSE. Vous savez que les agents de la DGSE, quand vous leur dites que tu vas aller en Corée du Nord, celui qui accepte, il ne va pas accepter une mission sur le long terme. Hein. Ils font des petites missions, il revient vite, il part comme journaliste ou comme, comment on appelle ça, touriste. Il fait très vite là, il revient. Pourquoi? Et c'est que si en Corée du Nord on le prend, on ne va pas lui offrir le luxe de le montrer à la télévision, comme ça il ne sera pas une vedette. Hein? Ça sera traité de la manière la plus discrète possible. Et comme il était entré comme un espion, il sera traité comme un espion. Donc il va disparaître de manière tout à fait de manière discrète. Les gens ne vont pas se rendre compte que ce gars a disparu. Seule la DGSE saura que son agent est allé en Corée du Nord et n'est jamais plus revenu. Donc voilà, nous on est même très gentils. On attrape des espions, on leur fait de la publicité, on les montre à la télévision, on fait des stars. Aujourd'hui tout le monde connaît Vélizier, on connaît son Vélizier, on connaît son nom, on connaît ses écoles, sa famille même en France va commencer à pleurer à la télévision, dire que c'était un monsieur qui était venu pour ouvrir une auto-école à Bamako, on va vous raconter n'importe quoi. Donc, on est très gentil dans le traitement de ce genre d'actualité. Les autorités maliennes doivent prendre la mesure quand il s'agit de ce genre de situation. Elles doivent les traiter avec plus de rigueur. Nous attendons un peu plus de rigueur dans le traitement de cette situation. Merci à vous. Charlie, est-ce que nous l'avons en repérage? Je suis là. Super. Allez. Effectivement, que la maison soit... Est-ce qu'on peut aller avec Charlie?
D'accord, je crois que là c'est bon. Alors Charlie, là on évoque quand même des officiers supérieurs qui sont donc épinglés dans cette affaire. Tout à l'heure, Jonathan a émis quelques réserves. Mais est-ce que dans le fond, si voilà, l'environnement, alors les acteurs convoqués dans le cadre de cette tentative de coup d'État avaient été simplement des acteurs locaux, on pouvait croire peut-être à une logique de purge au sein de l'armée pour essayer de faire taire les voix contraires à la transition. Mais là, on a un agent de la DGSE qui est effectivement convoqué dans cette affaire. Est-ce que l'on peut remettre en cause à ce moment précis la version officielle de Bamako? Magnifique question. Ce qu'il faut dire avant de poser mon analyse sur cette thématique, je voudrais faire évacuer quelque chose tout à l'heure dans la brillante analyse qui a été développée par le professeur Jean-Paul Bellet, qui parlait justement des accords qui avaient été signés par Ahidjo. Vous avez vu, j'ai tenté de coller justement un petit commentaire dessus, que la connexion ne nous a pas permis cela. En fait, ce que je voulais dire par rapport à cette actualité, c'est que lorsque on parle même de Ahidjo qui aurait signé ces accords, il faut voir aujourd'hui dans l'histoire coloniale du Cameroun une volonté manifeste de la part des acteurs, et là même j'accuse ceux qui sont au pouvoir actuellement de falsifier cette histoire. Parce que quelque part, quand vous allez interroger les archives et comprendre la profondeur, la réalité de ce qui s'est passé en ce moment, vous allez vous rendre compte que Ahidjo n'est pas si coupable que ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas le dédouaner de sa responsabilité de chef d'État, surtout qu'il faut analyser une situation dans son contexte, mais je dis, il n'est pas si coupable que ça. Quand vous allez lire par exemple le livre de Thomas Tchatchoua qui s'appelle Les Bamiliko au Cameroun, ostracisme et sous-développement, à la page 159, Thomas Tchatchoua revient sur la manière avec laquelle la France, ou du moins le président Amadou Ahidjo, signe ses accords secrets avec la France. Et quand vous lisez minutieusement cet ouvrage, il vous explique comment la France, après avoir écarté du président Amadou Ahidjo la plupart, ou du moins la totalité des conseillers camerounais qui étaient là, a vite fait de coller au président Amadou Ahidjo 2 conseillers français. C'est-à-dire que loin d'être des Camerounais en tant qu'experts pour justement s'asseoir et négocier avec les Français, il faut préciser que les accords secrets qui ont été signés entre le Cameroun et la France ont été signés dans un contexte où le président Amadou Ahidjo, après avoir écarté autour de lui l'ensemble des conseillers camerounais qui s'y trouvaient, la France lui a collé 2 conseillers français à la personne de Georges Béquet et Jacques Rousseau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est la France qui est venue signer des accords de coopération avec la France. Parce que le président Amadou Ahidjo était simplement là comme un figurant, parce que le rôle d'un chef d'État, ce n'est pas d'analyser les dossiers techniques. Le rôle d'un chef d'État, c'est de prendre les décisions sur la base des informations que les experts, les conseillers et autres lui ont données. Donc, dans le cas échéant, pour le cas de ces accords secrets, pour comprendre le cynisme de cette France, il faut dire qu'en réalité, les accords secrets qui ont été signés entre le Cameroun et la France ont été signés en réalité entre la France et la France. Parce que, après avoir écarté autour du président Amadou Ahidjo les conseillers camerounais, la France lui a collé 2 conseillers français aux personnes de Georges Béquet et Jacques Rousseau. Donc, je voulais dire ça pour évacuer cette réalité-là, pour qu'on on comprenne bien les conditions dans lesquelles ces accords ont été signés. Maintenant, pour revenir à la question que vous m'avez posée, effectivement, et il faut dire ici qu'on peut croire que le discours de Bamako pourrait sembler comme étant fantaisiste, accusant justement ce Français d'espionnage et à la sûreté de l'État. Mais ce discours est tellement vrai, et la véracité de ce discours ne se trouve même pas dans les déclarations qui ont été faites par les officiels de Bamako.
la véracité de ce discours se trouve dans la réponse qui leur a été confrontée par les officiels français. Vous comprenez, vous aurez vous-même remarqué que déjà, ils ne sont pas, je veux dire quoi, ils ne sont pas constants dans les déclarations parce qu'un temps, ils disent ne pas reconnaître ce qui se passe. Un temps, ils disent en réalité, il n'y a rien parce que c'est une machination. Au même moment après, les mêmes reviennent pour dire ok, on comprend, on va s'asseoir, on va négocier. Donc, les Français eux-mêmes, par la manière avec laquelle le dossier est en train d'être géré de leur côté, démontrent à ceci qu'il y a du grand moutre et que, vraisemblablement, les autorités maliennes seraient dans le vrai. Alors, déjà, ce qu'il faut dire sur ce dossier, c'est quoi? C'est que cet agent de renseignement français, cet agent de la DGSE officiait au niveau de l'ambassade de France en tant que deuxième secrétaire. Et je vous ai dit, on a réalisé les émissions ici, je vous ai expliqué les moyens de pénétration justement de la France-Afrique au niveau des États africains. Je vous avais cité prioritairement 4 moyens. Le premier, c'était la monnaie à travers le franc CFA, qui est le meilleur moyen par lequel cette France arrive à infiltrer justement les États africains, à pénétrer justement les mouvements sociaux en africain, à retourner les dirigeants contre nous. Pour le cas même spécifique de cette situation au Mali, je rappelle que l'individu interpellé après perquisition de son domicile, la coquette somme de 5 milliards de francs CFA a été découverte. 5 milliards de francs CFA. Alors, la bonne question qu'il faut se poser, c'est à quoi lui servait cet argent? Puisque si on part du principe qu'il est un diplomate, dites-moi ce que 5 milliards, à quoi servirait 5 milliards à un diplomate? Je crois que si on part dans le langage basique, la diplomatie, c'est l'échange, c'est le relationnel et tout ce qui va avec. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que cet espion qui opérait du côté du Mali sous la casquette justement des diplomates, comment est-ce qu'on peut expliquer que celui-ci se trouvait avec la coquette somme de 5 milliards de francs CFA? En réalité, la réponse est simple. C'est que cet argent servait simplement à alimenter le réseau qui préparait le coup d'État du côté du Mali. Parce que je vous avais expliqué ici que le franc CFA aujourd'hui est cause d'au moins 70% de nos problèmes en Afrique. Si vous regardez bien, le terrorisme est financé à travers les mécanismes du franc CFA. Je crois que j'avais vraiment développé ça ici. Et en vous expliquant comment, dans les moyens par lesquels le franc CFA arrive sur les États africains, il y a des moyens officiels, il y a des moyens officieux. Les moyens officiels, c'est ceux par lesquels elle est fabriquée à Chamalia et elle atterrit au niveau de nos caisses de dépôt que nous appelons banque centrale. Les moyens officieux, c'est ceux par lesquels les biens non marqués qui sont produits à Chamalia passent par les couloirs diplomatiques à travers les intermédiaires pour arriver au niveau de ces chancelleries occidentales pour alimenter les réseaux de la France-Afrique. Ça passe par les financements des partis politiques, les financements de la société civile. Et vous voyez que le rôle qui avait été donné, d'après les petites informations que j'ai glanées ça et là, le rôle qui avait été donné à cet agent secret, c'était justement de parcourir le landerneau médiatique et sociopolitique ivoirien, de nature à déceler un certain nombre de critiques ou alors de personnes qui vraisemblablement s'inscriraient dans une forme de mépris ou de moins de frustration, peut-être si vous voulez, de non-reconnaissance des autorités actuellement au Mali. Et son but, c'était de quoi? C'était justement d'essayer de retourner ces personnalités-là à la cause justement française. Et donc, voilà comment cela lui a permis de recruter le général Abbas Dembélé, parce que Jonathan vous l'a bien expliqué aujourd'hui, la frustration n'est pas la cause première. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui d'un monsieur qui a été nommé général il y a à peine 1 an, que c'est un monsieur qui était frustré. Non, quand on sait pertinemment que la nomination de général, c'est l'apogée de la carrière d'un militaire. Alors en réalité, c'est quoi? C'est que, effectivement, le monsieur avait pour but d'observer un ensemble d'acteurs, qui peuvent être des militaires et des membres de la société civile, des acteurs politiques, qui véritablement avaient un discours qui ne se reconnaissait pas dans la transition. Et son rôle était justement de recruter ces personnes-là, ou du moins de les retourner contre les autorités de la transition. Alors, on sait comment ça marche. Comment il fallait donc procéder? Le moyen était simple. C'est qu'à travers donc la monnaie, cette fausse monnaie qu'on appelle franc CFA,
Il était question pour lui de financer ces réseaux, de financer le circuit, de nature à retourner ces individus-là contre les autorités de la transition. Et cela nous amène à nous poser des questions de fond, parce qu'aujourd'hui, la réalité, elle est là. Ce monsieur est un espion. Derrière, quand vous allez questionner le site, par exemple, du ministère des Armées françaises, son nom y figure en grande pomme, en qualité d'officier, justement, des forces de l'armée de l'air, qui a eu à travailler dans le cadre d'un certain nombre d'actions, ce que dans le jargon militaire on appelle les OPEX, c'est-à-dire les opérations extérieures pour le compte de la DGSE. Donc, pour dire qu'il n'est pas sa première. Donc, c'est un espion français. Et c'est un espion français qui opérait sur le territoire malien sous la casquette diplomatique. Ce qui nous amène à nous poser des questions. La première, c'est quel est véritablement le rôle des missions diplomatiques en Afrique? Et je crois avoir une fois au cours d'une émission ici parler du rôle dangereux des missions diplomatiques en Afrique, en convoquant justement les 4 piliers par lesquels la France a arrivé à pénétrer les États africains. Je vous ai parlé du premier qui était la monnaie. Le second, ce sont les missions diplomatiques, les ambassades et autres. Le troisième autant pour moi, ce sont les bases militaires. Et enfin, les derniers, ce sont les ONG. Mais vous verrez que la monnaie a une prépondérance sur les autres, c'est-à-dire sur les ambassades, sur les bases militaires, sur les ONG. Pourquoi? Parce que c'est la monnaie qui permet d'alimenter le circuit. Vous voyez un peu? Or, quand on se rend compte de ce qui est en train de se passer avec le Mali, on constate malheureusement que le rôle premier des ambassades, ou du moins des missions des chancelleries occidentales en Afrique, c'est l'espionnage. Et ça, je le dis depuis bien des années, c'est l'espionnage. Tout ce qui vient après, relations, ceci, patiti, patata, ça ne peut absolument rien dire. C'est l'espionnage. Le cas du Cameroun, je vous avais expliqué, on a eu à démontrer au cours des émissions le rôle qui avait été confié aux mercenaires qui nous avaient été envoyés ici là comme ambassadeurs. Donc je vais taire le nom ici. Et on vous avait expliqué ces états de service. On vous avait dit dans quelle intention et pour quel objectif il avait été nommé comme ambassadeur du Cameroun et dans quel contexte d'ailleurs il a été nommé. À la suite justement d'un voyage d'Emmanuel Macron qui venait obtenir un certain nombre de choses du président Biya qu'il n'a pas obtenu. Il a écourté son séjour. En plein vol, il donne l'autorisation de légaliser la venue de cet ambassadeur au Cameroun pour un objectif précis. On a alerté justement sur ce qui pourrait ou sur ce qui se passerait au niveau de l'ambassade de France dans une dynamique de déstabilisation du Cameroun. Les faits aujourd'hui nous donnent raison. Vous avez suivi les commentaires. L'émission passée ou Superstation, on est revenu justement sur cette affaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que se rendant compte du fait que les objectifs n'ont pas été atteints ou du moins ne seront pas atteints parce que nous avons anticipé sur la menace, ils finissent directement par faire quoi? Par nommer un véritable ambassadeur. Et même là encore, il faut bien comprendre les objectifs qui animent la venue de celui qui venait d'être nommé. Parce qu'on s'est rendu compte que celui pour qui on avait nommé précédemment, ça a capoté. Donc c'est dans cette logique que les missions diplomatiques occidentales travaillent sur les territoires africains. À nous aujourd'hui de prendre conscience de ces réalités. À chaque fois que ce personnel arrive dans nos États, nous devons maîtriser un ensemble d'éléments et bien sûr, nous devons nous rassurer que les faits et gestes soient surveillés. C'est là où il faut saluer les services d'intelligence maliens parce que le monsieur en question était très surveillé et même très écouté par les services de renseignement maliens. La preuve, c'est que le dossier qui est monté contre sa personne, c'est un dossier costaud parce qu'il y a eu des rencontres, on ne parle pas assez, il y a eu des rencontres où la plupart des hommes que vous voyez aujourd'hui être accusés de coup d'État, ils ont eu à se rencontrer. Il y a eu des rencontres nocturnes qui se sont faites. Il y a eu un ensemble de discussions qui se sont déroulées, toujours dans cette logique-là. Il y a eu des agents qui ont été distribués dans une optique justement d'essayer d'acheter des voix ou du moins d'acheter d'autres personnes qui seraient acquis à leur cause. Il y a eu également, pour les petites informations que j'ai pu glaner ça et là, un certain nombre d'acteurs politiques, les mêmes qui hier encore vous parlaient d'élections, qui avaient été également payés dans cette mouvance-là. Je ne parlerai même pas de la société civile parce que je vous ai toujours dit, on doit repenser la question de la société civile en Afrique parce que à 90%, notre société civile, elle est inféodée à l'idéologie euro-atlantiste portée par l'Occident, les États-Unis, la France et autres. Parce que justement, cette société civile, elle est tenue, elle est payée. Allez voir comment ces sociétés civiles fonctionnent. Je vous ai pris le cas, par exemple, du Cameroun, où le ministre de l'administration territoriale, dans un communiqué, vous faisait savoir que 5 ONG avaient été suspendues. Pourquoi? Parce que ces ONG détenaient dans leur compte des dizaines de milliards de francs CFA. Alors, je vous pose une question rhétorique.
qu'est-ce qu'une ONG camerounaise fait avec des dizaines de milliards de francs CFA? Et puis même encore, qui n'était même pas déclaré, sans parler du fait que ces ONG ne déposaient pas les rapports de leurs activités. Donc, ce sont aujourd'hui des réalités qui devraient nous amener à questionner nos modèles de fonctionnement, bien sûr notre architecture de sécurité, et bien sûr les mécanismes par lesquels ces pays-là arrivent à pénétrer nos États, à pénétrer notre société civile, à pénétrer justement nos acteurs politiques de nature véritablement à pouvoir répondre efficacement à ce genre de menaces. Ce plateau avec nos invités davantage Bertrand, on retrouve autour de l'actualité qui a véritablement fait jaser la presse malienne et même africaine. Je l'ai convoqué tout à l'heure avec Jonathan Matingué en 2022. Il y avait notamment une actualité similaire, mais entre 2022 et ces tentatives de coup d'État 2022 qui avaient notamment avorté celle de 2025, est-ce qu'il y a des éléments de similitude que vous retrouvez et qui reviennent pour tenter de continuer à alimenter l'idée selon laquelle la France veut clairement mettre un terme, notamment à la gestion de l'État du Mali par le général Assimi Goïta? Ce n'est pas l'exclusivité du Mali. La France veut prendre possession de la transition au Cameroun. La France, depuis 1960, je l'ai dit ici, est dans plus d'une centaine de coups d'État. Nous expliquer que la France veut déstabiliser le Mali. C'est bien. Ça n'apporte rien de nouveau dans le débat. Sur cette question-ci, nous allons assumer nos désaccords. Je veux assumer mes désaccords avec certains de mes amis. Pas que je juge leur analyse. Moi, j'aurai une analyse et je ferai une analyse totalement différente. Totalement différente. La première des choses, je dirais, il faut que la transition malienne soit sérieuse. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on dit qu'il y a des problèmes au sein de la transition malienne. Il y a de sérieux problèmes. Il y a un problème même de leadership. Il y a un problème d'orientation. Il y a un problème de parole donnée. Et elle a des ayants droit, cette transition. C'est une exclusivité malienne? Elle a des ayants droit. C'est-à-dire qu'il y a des forces sociales, politiques, religieuses, culturelles. Et puis les militaires sont arrivés à accompagner la transition. Il y a le peuple malien. Il y a les panafricanistes. Nous sommes copropriétaires de cette révolution. Et puis ça a muté comme véritablement dans d'autres pays. Et c'est maintenant une confédération. Quelques préalables pour moi. La signature du communiqué lié à la radio. Le communiqué est signé du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ça m'a causé un premier problème. On parle de coup d'État. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation est chargé, comment on va dire, de l'ordre. C'est le patron de la police. Au Cameroun, on a retiré également office comme le ministre de l'Intérieur sous d'autres chefs. Donc forcément, c'est de sa compétence, Bertrand. Je peux être en désaccord avec vous. J'ai dit ici, là, on va assumer nos désaccords. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, ça a été signé par le ministre de l'administration territoriale et de la centralisation, Bamako, le 14 août 2025. C'est vrai, il y a eu un coup d'État. Une tentative. Il y a une tentative de coup d'État. Ouais. Et vous livrez vos meilleurs officiers aux chiens. Pourquoi vous dites une tentative? Pourquoi vous ne dites pas un coup d'État? Les gens disent coup d'État. La tenter de déstabiliser. Ça a été des jeux dans l'œuf. Qui vous dit que ça a été des jeux dans l'œuf? Vous tenez vos informations d'où? De mes sources. Lesquelles? Le communiqué? Par respect pour les Maliens, j'ai envie de dire, ne nous servez plus ce type de communiqué. Le communiqué dit tout et son contraire. Je dis, je n'étais que vous. Pourquoi vous m'interrogez? Je dis, la première personne qui a signé le communiqué me pose un problème. Pourquoi?
Parce que le Mali aujourd'hui au sein d'une confédération, c'est-à-dire qu'une tentative de coup d'État contre l'institution qui dirige le Mali est en même temps dirigée contre l'État du Mali, contre l'État du Burkina Faso, contre l'État du Niger. Ça veut dire que le Burkina Faso et le Niger doivent se sentir au même titre que les Maliens d'avoir échappé à une tentative de déstabilisation. Donc, pour moi, pour quelque chose de relativement très sérieux, les états-majors militaires des 3 pays devaient nous sortir un communiqué. Nous l'avons vu quand la CEDEAO, portée par la France, ou bien la France, avec pour route secours la CEDEAO, avait décidé d'attaquer le Niger. Qu'est-ce qui s'est passé? Simultanément, nous avons eu droit à 2 communiqués du Burkina Faso qui expliquaient que toute attaque contre le Niger sera considérée comme une attaque contre le Burkina Faso, une attaque contre le Niger. Le Mali l'a dit, ça sera considéré comme une attaque contre l'État malien. Aujourd'hui, une tentative de déstabilisation du Mali est considérée au même titre comme une tentative de déstabilisation de l'AES. On parle aujourd'hui de AES, on ne parle plus d'un pays particulier. Et le communiqué est signé du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'administration territoriale, ce n'est pas le haut commandement militaire. L'administration territoriale ne gère pas les questions de tentative de déstabilisation du pays. Si au Cameroun, n'importe dans n'importe quel pays, l'administration territoriale, c'est la sécurité en grande partie publique. Premier point. Donc ceux qui ont signé le communiqué signé m'a posé un problème. Deuxièmement, ce n'est même pas aujourd'hui qu'on va débattre de ça. C'est la suite qui va être donnée à ça qui va nous amener dans le débat. Aujourd'hui, je vais poser des questions. On va juste poser des questions. Deuxième des choses, pourquoi je dis que le communiqué dit tout et son contraire? L'État malien, les militaires maliens nous ont expliqué qu'aujourd'hui, ils sont à un tel niveau d'équipement que le pays est sécurisé. Que nous dit le communiqué? Un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité. Un groupuscule déstabilise pas un État. Ne peut pas déstabiliser un État. Mais ça n'a pas été le cas. Je dis un groupuscule. Un groupuscule ne peut pas arriver à déstabiliser un État. Ne peut pas arriver à déstabiliser l'État malien. Ça enchaîne donc à ce que je veux dire. Pour rendre le comité crédible, dans une tentative de déstabilisation de l'État du Mali, il faut nous donner un certain nombre d'informations d'abord sur les circonstances de comment ça s'est passé. 1. Le communiqué n'explique pas comment ça s'est passé. 2. Et c'est là où Jonathan a été relativement astucieux d'expliquer que le communiqué n'apporte rien. Le communiqué ne dit rien. Sauf que vous avez 2 officiers supérieurs, héros de cette armée, brillants généraux, qui sont livrés aux chiens. Un communiqué n'est pas une décision de justice. Un communiqué n'est pas une sentence. Le communiqué va plus loin, encore en contradiction. Les enquêtes se poursuivent. Et si dans les enquêtes, ceux qui se poursuivent, vous avez des éléments qui innocentent ceux dont vous avez jeté au chien, vous faites comment? Puisque vous les avez livrés, voilà les comploteurs, voilà ceux qui ont tenté, qui sont dans la tentative de coup d'État, voilà des généraux qu'il faut livrer. Vous avez, on prend la femme, l'une des femmes les plus gradées de l'armée en Afrique, qui a été une combattante au combat, formée au Mali, formée en France, formée aux États-Unis, appartenant à l'état-major de l'armée de l'air, brillante générale, on livre sans un semblant d'élément. Ce n'est pas comme ça que nous voulons construire notre AES. Une histoire des gens s'élève, vous pouvez rire, ça peut vous amuser. Quand ça ne concerne pas votre parent,
votre fils ou vous. Parce que demain, on pourra sortir aussi un communiqué, expliquer que ceux qui ont géré la transition du Mali ont été des criminels sur le plan économique. On les traîne devant une cour martiale. Ne venez pas me dire, monsieur Tatinda, qu'est-ce que vous dites de ça parce qu'il n'y a pas des éléments, un communiqué. Vous maintenant, Fabrice, vous voulez me rappeler qu'un communiqué n'est pas une décision judiciaire. Dans une situation comme celle-là, supposons qu'il y a des éléments qui les incriminent. Vous êtes prudent parce que vous n'avez pas terminé les enquêtes et parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est la justice civile qui juge des tentatives de déstabilisation. Est-ce que c'est un tribunal militaire? Dans tous les pays, c'est un tribunal militaire. Ça veut dire que vous tentez même de déstabiliser la France par un coup d'État. C'est une cour martiale en France militaire qui sera mise sur pied. Ce n'est pas un procureur, ce n'est pas le procureur de Paris. On nous parle de la justice. Est-ce qu'il a été mis pour une affaire aussi grave qui concerne la déstabilisation de l'AES, pour une affaire comme celle-ci? Est-ce qu'il y a une cour martiale qui a été mise en place pour déjà sortir les premiers résultats de l'enquête et livrer ses officiers et qui continue les enquêtes en quelque sorte et on aura donc droit à un procès. Et un procès donc apporter des éléments parce qu'il y aura, comment je veux dire, le débat contradictoire. Pourquoi vous n'avez pas aussi donné la parole à ces personnes? Prendre cette dame, la déshabiller, c'est-à-dire que l'humilier au réveil de sa cellule, dans ce qui n'est pas considéré comme sa meilleure posture, venir le livrer à l'office de radio de télévision du Mali, dans un communiqué signé du ministre de l'administration territoriale, où on parle au conditionnel, il n'y a rien de concret. Ça ne rassure pas. Ça ne renforce pas la confiance aujourd'hui au sein de l'armée du Mali. Vous permettez que je vous relance, Bertrand? Relance-moi. Justement. J'avais quelque chose à dire. La question, et tout à l'heure, je l'ai posée à Charlie, puisque la thèse d'une véritable purge au sein de l'armée a quelquefois été énoncée. Mais peut-on parler de purge au moment où on a, parmi les incriminés, un agent de la DGSE française? Que fait-il finalement dans le lot? Vous savez, même son lien avec le conchèche. Moi, j'ai pas envie de parler de l'agent de la DGSE française. Parce que j'ai vu c'est-à-dire un minable. Ils existent au Cameroun. Toutes les ambassades occidentales dans nos pays, ce sont les relais. Ce sont des agents de la DGSE. Que dit De Gaulle à Focard? Il dit notre précaré doit servir à consolider nos intérêts. Vous, Focard, je vous donne les pouvoirs de coopter ceux que nous allons envoyer ambassadeurs en quelque sorte dans notre précaré. Et vous allez les entretenir, vous allez les coacher, vous allez les former pour qu'effectivement, déployés comme ambassadeurs, effectivement, ils puissent, comment je vais dire que, entretenir et consolider nos intérêts. Au Cameroun, on n'a même pas eu droit à un pied nickelé comme celui-là. On a vu un général qui ne savait pas qu'il était en service avec les éléments de la DGSE. Il ne savait pas qu'il venait servir les intérêts militaires de la France. Troisième des choses, pour montrer qu'il y a un problème au sein de notre transition. Il y avait une tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Vous vous souvenez? Il y a quelques mois. Je reçois une alerte sur mon téléphone, il est 18 h. Mon frère Hamza me confirme que Bertrand, il y a de fortes présomptions d'une tentative de déstabilisation au Burkina Faso. À 21 h, 22 h, il y avait 3 millions de personnes burkinabés dans les rues. Tu te rappelles? Tout à fait. Tout le Burkina était sorti. Ils se sont sentis concernés pratiquement à l'unanimité à la façon dont leur transition est gérée. Au Mali, c'est quoi? Les Maliens ne soutiennent pas leur pays et la stabilité de leur pays pour qu'ils ne sortent pas.
Mais je te pose la question, tu me regardes. Ils sont sur les plateformes, ils communiquent. Il y a certainement quelques virus là. Tatinda, ta mère, con, tu n'aimes pas Goïta, tu n'aimes pas. C'est un problème. C'est la folie ça. Je dis pourquoi ils sortent pas. Pourquoi ils sortent pas. Ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Maliens qui ne se reconnaissent plus dans la tournure que prend la transition. Et on le dit tout le temps. Quatrième des choses. Moi, j'ai essayé d'analyser les comportements de l'armée quand elle prend les pouvoirs. Pourquoi quand l'armée vient de bon cœur, certains militaires tiennent un certain nombre de discours? Qu'est-ce qui fait qu'après, généralement, ça se batte? Quel est le problème? Il ne s'agit pas ici d'expliquer que les militaires ne peuvent pas porter des projets. Il ne s'agit pas de dire que les militaires n'élèvent pas des pays. Il y a même beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui pensent qu'après le président Biya, il faudra un militaire pour discipliner ce pays. Comment? Mais il s'agit, quand des militaires arrivent au pouvoir, tous les coups d'État en Afrique ont été accompagnés de liesses populaires. C'est généralement la gestion de la transition qu'on peut dire qui commence à causer un problème. J'ai pris deux cas. Premier cas, le cas soudanais. Al-Béchir arrive au pouvoir en 1989-90. Al-Béchir arrive au pouvoir. Liesse populaire sur forte crise au Soudan. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le discours que tient Al-Béchir. Il explique qu'il fera du Soudan un pays non aligné. Le Soudan ne va pas regarder à gauche, le Soudan ne va pas regarder à droite. Et le Soudan, que va faire le Soudan? Le Soudan va chercher sa voie intérieure et interne, adossée aux forces sociales. Et c'est le Al-Béchir là qui signe l'accord de paix. C'est-à-dire que lui, il comprend qu'il faut aller discuter avec le Soudan du Sud, le Al-Béchir là. Sauf que, Al-Béchir s'octroie le titre de président de la République. Al-Béchir s'octroie le titre de ministre de la Défense. Al-Béchir s'octroie le titre de chef d'état-major de l'armée. Et en un an, il passe de général de brigade à pratiquement général de... C'est-à-dire... Voilà, d'autres catégories. Et, comme par hasard, certains qui l'ont accompagné au pouvoir sont inculpés dans des tentatives de déstabilisation. Il liquide effectivement la classe militaire qui l'a accompagné et il exclut je peux dire les forces sociales et économiques qui l'ont accompagné. Résultat des courses, et c'est ça moi qui m'intéresse dans l'affaire, il s'est retrouvé isolé à résoudre les problèmes sécuritaires et les problèmes sociaux. L'armée est dans tout au Mali aujourd'hui. Premier ministre, c'est qui? C'est un militaire. Vous allez aujourd'hui dans les ambassades maliennes, truffées de militaires. Les gouverneurs, parce qu'il y a deux types de gouverneurs. Il y a les gouverneurs militaires et puis il y a les gouverneurs civils. La quasi-totalité de gouverneurs sont les militaires. Là, oui, le pays a un problème de sécurité. Le pays a un problème de souveraineté. Mais le Mali aussi vit de graves moments de crise économique et sociale. Et très souvent, à partir du moment où vous amputez de ceux qui ont aussi lutté pour la révolution et que vous vous accaparez de tout pour gérer le pays, vous serez responsable seul de la situation. Sauf que là, on ne dit pas que ce sont les civils qui sont mécontents. C'est toujours plus ou moins des militaires qui seraient peut-être mécontents. Pourtant, ce sont leurs frères d'âme qui sont aux affaires. Mais non, le communiqué ne dit justement pas ça. Le communiqué explique que les responsables politiques qui sont mêlés, les acteurs politiques de la société civile et les militaires qu'on a livrés et les pays voisins. Pays voisins avaient S. Quelques questions. Quel pays voisin? On ne dit pas un pays occidental. Oui, la France a son mercenaire là. Pays voisin. Côte d'Ivoire. Le communiqué ne peut pas prononcer des noms alors qu'on nous a habitués à prononcer 3 fois la même chose. Le Mali a le Niger comme pays voisin, le Burkina comme pays voisin. Ce sont des pays alliés. Le Sénégal. Maintenant, pays voisin.
on n'a pas de pays voisin. On ne donne pas le nom de pays voisin. d'Ivoire. Deuxième des choses, quels sont les responsables politiques, puisque ce ne sont pas les responsables politiques en exil. C'est le coup d'État à une tentative à l'intérieur. Donc, il y a eu des gens à l'intérieur qui ont été manipulés, qui ont été corrompus et qui ont été contactés par l'agent de la DGSE français. Qui sont les responsables politiques? Troisième des choses, la société civile. Nous avons des associations de la société civile qui ont été à la pointe de la lutte, en quelque sorte, pour l'avènement de la révolution et de l'AES. Est-ce qu'ici, il n'y a pas une tentative, comme on va dire, flagrante, d'arracher cette révolution-là entre les mains des autres, comment je peux dire que, des autres copropriétaires? Qui sont-ils là? Enfin, je chute par là. Le Mali a ça de particulier, et je répète ça ici, que la révolution malienne a d'abord été portée par les civils. La contestation a commencé par les civils. Et cette contestation va être accompagnée par les militaires. Et quand elle va être accompagnée par les militaires, que va faire les responsables militaires qui vont accompagner? C'est qu'ils vont, dans un premier temps, mettre sur pied une structure, en quelque sorte, une structure de transition qui va très vite dérailler. Ils vont remettre les choses au point et va apparaître un tandem Shogel-Goïta. Les problèmes ont commencé quand des forces dans le noir ont commencé à travailler, à séparer le civil, c'est-à-dire incarné par Chauvel, et le militaire. Résultat des courses, les civils sont pratiquement écartés aujourd'hui de cet idéal et de cette ambition. Et ce sont les militaires qui gèrent l'affaire. Sauf que, il y a maintenant problème au sein de ce qu'on peut appeler le corps des militaires. Il y a un problème. Sur le plan, mais il y a un problème au sein de l'armée. Tu dis problème à quel niveau? Je te dis, il y a un problème au sein de l'armée. Il y a un problème au sein de l'armée, puisque on accuse certains officiers, dans ceux qui sont donnés là, les noms qui sont donnés là. Ils sont combien? 11? Il y a peut-être 7 ou 8 officiers. 7 ou 8 officiers. Les coups d'État ne sont pas faits par les officiers supérieurs. Hein. Les coups d'État sont faits par la troupe. C'est-à-dire que vous êtes des officiers supérieurs, vous n'avez pas la troupe qui vous suit, ça ne marche pas. Donc, il y a un problème au sein de la hiérarchie militaire malienne. Et à partir de là, on peut se poser un certain nombre de questions. Cette histoire, pour l'instant, c'est un questionnement. Nous regardons cette affaire-là en étant extrêmement gênés, surtout que les luttes de souveraineté, l'AES là, je dis, nous en sommes tous des copropriétaires de cette affaire, mais comme ils nous disent que les enquêtes continuent et que, effectivement, ils mettront à la face, nous leur disons, de mettre les éléments à la face du monde et de faire des procès publics. Parce que celui qui prendra sur lui le risque de trahir, en quelque sorte, la seule chose aujourd'hui que l'Afrique a proposée, c'est-à-dire la seule chose que même quand on discute à l'échelle mondiale, avec ceux qui peuvent être puissants, on peut mettre sur la table comme étant déjà un embryon de lutte, un embryon de victoire, un embryon d'orientation de ce qu'on veut faire de l'Afrique. C'est ça l'AES, c'est ça que l'AES qu'on va faire. Donc, nous souhaitons que les procès seront publics. Je n'ai pas envie de vous dire que certaines forces, qu'ils fassent un effort de trouver rapidement le lien entre M. Chogel et cette affaire. Parce que le détournement de deniers publics, là aussi, voilà une affaire où on va bien rigoler. Là aussi, on attend un certain nombre d'éléments. La garde à vue de M. Chogel dure déjà. Envoyez-le en prison. Il y a beaucoup d'éléments. Il a détourné de l'argent. Sauf que le vérificateur national, vous vous rappelez, le premier ministre Chogel a été malade. Il a été évacué même en Turquie. Et il y a eu la gestion qui a été continuée. Oui, mais la gestion du pays a continué. Il y a quelqu'un qui a assumé l'intérim. Le vérificateur a vérifié ça. Mais vous me regardez. Parce qu'on est au Mali. Non, on est au Mali en ce moment dans la recherche. C'est pour ça qu'on dit qu'une justice injuste va causer même des problèmes à ceux qui croient qu'aujourd'hui, ils ont la puissance et la force de téléguider la justice. Est-ce que le vérificateur, parce que là maintenant, nous sommes tous gardiens de l'orthodoxie de la gestion économique au Mali, est-ce que le vérificateur national a contrôlé cet espace de temps-là
où effectivement, il y a un certain nombre de décisions, de décaissement d'argent, de dépenses qui ont été prises. Et c'était l'actuel Premier ministre qui assurait l'intérim. Qui ont été prises. Qui assumait l'intérim? L'actuel Premier ministre, Abdoulaye Maïga. C'est un militaire? C'est un militaire, le général. Merci. Merci à vous, Bertrand. Professeur, je vous retrouve. La question est restée demain. Pourquoi autant d'inquiétudes autour de la communication des faits exposés par le gouvernement malien au sujet de cette tentative de coup d'État? Inquiétude de la part de qui? De la part des companélistes. Non, tu m'as dit avant que je vienne sur ce plateau que je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Donc je vais m'abstenir de faire des commentaires de ce que les uns et les autres vont dire. Tu me l'as dit expressément. Et voilà comment je me dis ici. Parce que moi, je préparais déjà mes armes. T'as oublié. Donc, je vais rester dans ce sujet. Je crois qu'une conversation privée allait rester privée. Pas avec Jean-Paul Bellec. Dans ce cas, ça sera vraiment embêtant de continuer à ouvrir certaines conversations. Nous avons échangé en privé, professeur. Je crois que le minimum aurait été de garder nos échanges privés. Pas du tout. Non, parce que je te donne le fond de mon cœur. Et puis, mais il peut même donner les échanges publics de façon publique. Et puis même, il est en train d'aggraver une chose qui n'est même pas grave. Si tu as les échanges publics à donner, donne-les. Je dis, hein. Laisse-moi finir pour vous. Je dis que je te dis ce qui est au fond de mon cœur. Et ce qui est au fond de mon cœur, moi je ne cache rien, je suis transparent. Je pense même que je suis un des seuls ici qui donne son numéro de téléphone en direct. Donc il n'y a pas de problème. Et ça ne te remet pas en cause. Je te dis seulement que moi je suis venu là, dans cet esprit-là. Donc je n'ai pas fait de commentaires sur ce que l'un a dit sur ce sujet-là. Je vais dire ce que moi j'ai à dire. C'est ce que tu m'as dit. Professeur, dis ce que tu as à dire. C'est comme ça que je suis venu ici, donc. Toi aussi tu veux venir. Allez-y, prof. Bon, je vais comme ça. C'est bon? Très bien. Donc, pour moi, il n'y a aucune inquiétude. J'attends que les choses se passent. Je confirme à nouveau que j'ai totalement confiance dans la transition. De toute façon, une révolution, c'est comme ça. On en a vu dans tous les cieux. Parfois, ça casse. Les innocents, ils passent aussi. Ça peut commencer par moi, il n'y a pas de souci. Donc, et puis, une fois, j'ai dit quelque chose ici. C'est qui m'avait été dit la première fois par M. Djekam Djamini, qui se reconnaîtra. La révolution, c'est comme un train. Garde de départ, garde d'arrivée, garde d'arrivée. Il y en a qui descendent, il y en a qui montent. Et ceux qui étaient là au départ ne sont pas forcément ceux qui sont à l'arrivée. Le plus important, c'est que le train arrive à destination. C'est tout ce qui compte pour moi. Donc, peu importe. Moi, je ne suis pas chrétien, ni musulman, ni rien du tout, tout ça. L'abrahamique. Pour dire que, il faut vraiment que je sois dans telle ou telle façon d'être ou de voir parce que ma conscience ne me reproche rien du tout. Voilà. La situation dans laquelle nous sommes est déjà assez dure. Effectivement, l'AES, c'est notre avenir, dire, assez dur pour que j'expose qui que ce soit. Et que je dise quelque chose sans mon vision, tout ce qu'on dit là. Et puis ça se retourne. Non. Les erreurs, tout le monde en commet. Même les fautes, on en commet. Ici au Cameroun, ailleurs. Donc, moi, j'attends de voir les résultats. Donc, si tu n'as pas une autre question à me poser, je viens de te répondre que je n'ai aucune inquiétude. J'attends de voir la suite. Dans ce temps-ci, donc, pour voir en attendant effectivement que des éléments peut-être assez précis soient donc convoqués pour tenter, comme a d'ailleurs suggéré certains paliers sur le plateau, à l'effet de continuer à édifier les mains sur cette tentative de coup d'État qui a été déjouée du côté de Bamako. Tous ceux qui sont au Mali sur le chat nous disent c'est un coup d'État, c'est tout. C'est un coup d'État, prends comme ça. Il n'y a pas d'information comme sur la place publique. C'est un coup d'État, c'est tout. Nous n'allons pas construire notre espace AES comme ça. Nous n'allons pas le construire comme ça. Alors, Président Malakane, on parle là quand même d'une situation assez sensible. Il y va de la sécurité intérieure du pays. Justement, je voudrais rebondir avec les éléments convoqués par Bertrand Tatida. Est-ce qu'au nom de cette sécurité intérieure, on ne peut pas faire fi d'un certain nombre de données, d'informations, à l'effet de ne pas en dire plus pour éviter soit de donner beaucoup plus d'éléments à nos ennemis par là du gouvernement malien. Donner qui à quel ennemi? Puisque Bertrand demandait pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas assez d'informations sur comment est-ce qu'ils ont été appréhendés, comment est-ce que le coup a été véritablement fomenté à l'effet de renverser notamment les... Je vais commencer par faire des rappels préalables. D'abord à ceux qui menacent les gens dans les réseaux sociaux avec les histoires que Bertrand signale là.
Et deuxièmement, ce que le professeur Bellet vient de dire. On a la 40e tentative de stabilisation de la révolution malienne. C'est pas des nombreux. C'était la 10e, hein, président. Quelle a été la position de ce groupe-ci? On a défendu. À l'unanimité. Hein? On a défendu à l'unanimité. Bon, et quand on défendait là, on était bon, on était bien. C'est ce qu'ils disent, oui. Bon, est-ce qu'on peut avoir des divergences à un moment donné sur un sujet et les exprimer sans qu'on ne reçoive des occasions, ou bien sans que on nous demande de faire simplement confiance? Le professeur Bellet dit qu'il fait confiance. Tout à l'heure, il vous a dit que, quand il s'agissait de Tshisekedi, il vous a dit que faites attention. Parce que d'ici seulement 5 secondes, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous allez voir que nous ne sommes pas cohérents. Faisons confiance à tout le monde. Faisons confiance à tout le monde. Les contextes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose si on compare avec la RDC. Mais toutes choses étaient égales par ailleurs. Mais on est dans la déstabilisation de pays. Nous devons faire très attention. Moi, je ne sens pas cette affaire. Je ne m'y reconnais pas. Je ne sens pas cette affaire. Pourquoi? Je dis que je ne sens pas cette affaire. Pour ça, Bellet dit qu'on parle avec notre cœur. Je parle avec mon cœur. Je ne sens pas cette affaire. Je fais comme lui fait souvent. On ne sent pas quelque chose. On ne sent pas quelque chose. Je ne sens pas cette affaire. Nous, si on a risqué nos vies pour cette révolution-là, nous avons risqué nos vies. Là, on est grillé dans beaucoup d'endroits à cause de tout l'amour qu'on a donné pour cette affaire. Donc, de grâce, que les gens nous donnent le droit de dire qu'on ne comprend pas quelque chose. Que vraiment, on ne sent pas quelque chose. La vraie question qu'on a posée ici, concernant les positions des panafricanistes comme nous ici, là, c'est de savoir pourquoi quelqu'un comme Balakani ne sent pas cette affaire. Parce qu'avant, on n'avait pas ce genre de tout. Ça dit que on défendait, il y avait les preuves, il y avait des éléments et tout et tout. On était à fond. Pourquoi maintenant nous commençons à dire que je ne sens pas cette affaire? Je suis seulement en train de... Je me chauffe. Hein. Je suis en train de me chauffer. On va commencer aux arguments. On me dit que pourquoi maintenant là je ne sens pas cette affaire? Commençons par les questions de forme. Tout à l'heure, Bertrand a parlé du communiqué. Je vais lire le communiqué. Quand vous lisez le communiqué, on nous dit ok. Ça dit qu'on nous dit on informe l'opinion de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées. Un général. On nous dit, écoutez bien, vous savez, écoute bien. Le gouvernement de la transition informe l'opinion de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité malienne pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Lisez bien ce point-là. On est sur les questions de forme. D'abord, les personnes impliquées, les généraux impliqués, vous ne pouvez pas les qualifier d'éléments marginaux au regard de leur rapport à cette révolution et de leur fait d'œuvre dans l'armée. Je veux dire que demain, s'il arrive que le président général Assimi Goïta demain se retrouve dans une situation similaire, on ne peut pas l'appeler élément marginal. Vous savez pourquoi? À cause de son parcours, de ses états de service. Bon, quand vous commencez à appeler des généraux qui ont fait leurs preuves, qui ont des états de service incontestables, éléments marginaux, il y a un problème de forme. Vous avez le droit de dire ça. Peut-être parce que la capacité de nuisance n'est pas également proportionnelle à la force de l'État. Non, il faut qu'on se comprenne. De ce point de vue, vous êtes en train de me conforter dans mon analyse. Parce que vous êtes en train de... Je suis en train de vous dire que éléments marginaux, d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes, des personnes qui ont été en première ligne dans l'œuvre
de la refondation du Mali, dans l'œuvre de la reconquête de la souveraineté de ce pays, on a le droit de le dire, Fabrice. Vous savez pourquoi on a le droit de le dire? Tout à l'heure, je vous dis pourquoi on a le droit de le dire. Si on dit ça, ben, il y a des éléments qu'il faut apporter en surplus pour que nous acceptons que ces gens-là sont des éléments marginaux de l'armée. Je vais vous le montrer pour tout à l'heure. Alors, on nous dit, pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Qu'est-ce qu'une infraction pénale? C'est un comportement interdit par la loi et qui appelle une sanction pénale prévue. C'est tout. On les classe en 3 catégories. Il y a les contraventions. Les contraventions, c'est-à-dire des infractions moins graves, de petite gravité, de gravité marginale. On a les délits, infractions de gravité moyenne. Et enfin, on a les crimes, les infractions les plus graves. Donc, à partir du moment où le communiqué nous dit qu'ils ont été arrêtés pour des infractions pénales, donnez-les-nous. Ça dit que le débat est clos. Il y a des infractions pénales, on parle français. Présentez les infractions. Et maintenant, comme une infraction se rapporte à une loi, ça suppose que pour qu'on vous condamne, que vous avez commis une infraction. On adosse l'infraction à la loi qui apporte la sanction. Parle fort, Bertrand, parle fort. Je dis, on adosse l'infraction à la loi justement qui se réfère à régler, à établir les responsabilités dans... Et dans ce cas, dans cette infraction. Vous avez le droit de vous défendre? Vous avez le droit de vous défendre? Bien sûr. Et pouvoir même confondre celui qui dit que c'est une infraction pénale. C'est arrivé dans bien des cas. Donc, il y a eu des coups d'État au Cameroun. Donc, je donne le nom du ministre-président 2 secondes. Monsieur Rémi Zemeka. Je donne le nom, on est à Mojo Vision. Va faire arrêter des officiers. Pour la quasi-totalité, ils étaient originaires du nord du pays. Ça va être d'abord une rumeur. Je suis convaincu que ce n'était pas parvenu aux oreilles du président de la République, qui est le chef suprême des armées. Après ce qu'ils représentaient, parce qu'ils avaient des grades de colonel, chef de bataillon, capitaine, j'ai particulièrement suivi cette affaire. J'avais un ami que tu connais, président, qui est décédé, au gradé de l'armée colonel. Nous avons fait la première ensemble. Ils vont réussir à toucher le président de la République, qui va ordonner la libération Prétolisco. Ils étaient poursuivis pour tentative de déstabilisation, tentative de coup d'État. Je donne le nom du ministre, monsieur le ministre René Zemeka, ancien ministre de la Défense au Cameroun. Merci, président, pour la minute. Je vous dis, je suis encore sur le communiqué du gouvernement malien. Je suis sur le communiqué. Donc, je suis pas en train de parler d'autre chose. L'élément de base que je suis en train de traiter là maintenant, c'est le communiqué. Je suis au niveau du communiqué. Donc, je dis, ok, infraction pénale. Donc, puisqu'on nous dit que c'est déjà clos, c'est-à-dire que ce sont les infractions pénales. On nous dit ça, on n'est pas en train de chercher, on n'a pas dit pour des supposées infractions, on dit que c'est déjà l'infraction pénale. Okay. Ils ont déjà été jugés. Apportez-nous des preuves. Conjuguer encore les emplois. Hein? Pourquoi tu es pressé? Je suis encore sur le communiqué, Jonathan. Je suis sur le communiqué. Et je suis en train de dire ça à côté de mon aîné, professeur Belek. Lui fait confiance. Non, je ne veux pas juger ce qu'il a dit. Je comprends sa position, mais je suis en train de parler du communiqué, que ce sont eux qui nous ont donné le communiqué. Moi, il m'appuie sur ça. C'est l'élément factuel que j'ai là sous la main. Ok, on nous a donné un communiqué. Ça vient de la transition malienne. Le gouvernement sacré gouvernement de la transition malienne. Ok, amen. Maintenant, j'analyse le communiqué. Je suis en train de vous dire que on nous a dit infraction, on les a arrêtés. Monsieur le journaliste Fabrice Ndom, c'est vous le boss ici. Le gouvernement de la transition informe l'opinion de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Ce n'est plus, on ne cherche pas. Voilà, le fait est là, c'est affirmé et c'est assumé. Ça, j'en ai profité de défendre. Bon, je rapporte donc au concept d'éléments marginaux. Vous voulez pourquoi tout à l'heure j'ai dit ça? Est-ce que des généraux du niveau de M. Dambélé, de Nema Sagara,
Je ne veux même pas revenir sur le fait qu'ils appartiennent et sont liés à Camara, c'est Sadio, non? Le ministre de la Défense. On est là au cœur, je dis au cœur des forces militaires qui ont assumé et assuré et Sadio Camara, c'est la révolution malienne. Tout à fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut autoriser à ces gens de se défendre? Est-ce qu'ils ont le droit de se défendre? Ce ne sont pas les enfants de la rue. Ce ne sont pas des petits gens. Ce sont des... C'est-à-dire qu'on est au cœur. Est-ce qu'on les autorise à les défendre? À se défendre? Nous voulons les écouter. Il faut un procès. Où ces gens-là ont ce qu'on appelle les garanties de leur défense. Pour nous dire leur version des événements, sauf si nous considérons que c'est déjà tranché. Bon, tout à l'heure, moi, je vous ai dit que moi, je n'étais pas d'accord avec Charlie. C'est-à-dire que, même dans le communiqué, c'est-à-dire que, faut qu'on lise, hein. C'est-à-dire, le lien qui est... Est-ce qu'on peut avoir le communiqué à l'antenne? Je l'ai ici, c'est que bon. Je ne peux pas perdre ce que j'ai devant moi. Mais je vais revenir. Attends, je vais chercher. Pour voir si... Parce que restons sur ça. Parce que par respect pour le Mali et son autorité, je vais rester sur le document qu'ils nous ont donné. Je vais laisser sur le document qu'ils nous ont donné. Essayons de voir le lien qui est entre... Le lien qui est fait entre ces éléments marginaux et l'agent de la DGS française. Il les aurait recrutés. Les 5 milliards, la pause fait le journalisme. Personne ne parle de 5 milliards. Non, Charlie a dit qu'ils ont la tour. Si tu vois, est-ce qu'il y a un lien? Comment est formulé le lien qui est fait avec... Grâce aux professionnalistes à la vigilance des services spéciaux, la conspiration a été mise en échec suivi de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vésilier, Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dombele et Nema Sangara. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous dit que, c'est-à-dire que l'agent de la France en question a mobilisé, c'est-à-dire que les deux généraux en question, savoir Abbas Dombele et Madame Sega Sangara. Je vais vous dire, le principe est clair. Si tout, c'est-à-dire que dans la tradition révolutionnaire, des choses comme ça, on vous fusille. Mais même dans les régimes les plus, c'est-à-dire que, on va dire ça, qui sont les plus en urgence, parlons comme ça, c'est-à-dire en situation révolutionnaire, il y a les tribunaux révolutionnaires. Il y a un cadre où il y a les tribunaux, on permet aux gens de s'expliquer. C'est-à-dire, l'accusation est suffisamment grave pour des gens de ce niveau avec leur parcours, pour que ça passe comme ça, c'est qu'il y ait un procès qui permet qu'on les écoute. Bon, on dit ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser avec l'aide d'États étrangers la dynamique de la refondation du Mali. Et on nous dit qu'on rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires, écoutez bien, non, se poursuivent pour identifier d'éventuels complices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que les enquêtes, ce n'est pas pour faire la lumière dans le cadre de la responsabilité avérée de ceux qui sont accusés de ce qu'ils ont fait. Mais on cherche seulement les complices. Autrement dit, l'enquête est close. Ça veut dire que, l'orientation de l'enquête est déjà fermée. On cherche seulement les complices. Il n'est pas question de faire la lumière sur les agissements de présumés coupables. Ça veut dire que je suis en train de vous démontrer que là, on n'est plus en face de présumés coupables, on est en face des coupables. Oui. Oui, c'est pas important un élément que lorsque ça m'est revenu, lorsque
militaires ivoiriens avaient été arrêtés, le communiqué de l'armée malienne était très clair. On a expliqué quel était leur mode opératoire, celui qu'ils voulaient utiliser. On a expliqué qu'on a pris des individus, on a donné les identités comme là, on a donné des identités. On a dit qu'ils sont entrés avec des déclarations de faux métiers, qui n'étaient pas leur véritable métier. Il y en avait qui disaient qu'ils sont électriciens, maçons. Après avoir donné les moyens, on a exposé les moyens qu'ils voulaient utiliser, on a maintenant exposé aussi la méthode par laquelle ils allaient s'y prendre pour mener à bien leur entreprise criminelle. On a dit par exemple, ils devaient dans leur démarche s'infiltrer dans les milieux stratégiques avec des postes par exemple d'agents d'entretien, de femmes de ménage, de menuisiers, de plombiers. Ils allaient s'infiltrer et à partir de là, ils devaient mettre à dessein leur projet criminel contre les autorités maliennes. Là, il y avait les moyens de l'action. 2, il y avait la méthode de mise en branle de ces moyens. C'était clair. Mais la différence avec ce communiqué, c'est que dans ce communiqué, si on a une identité des personnes qui sont incriminées, on a pas les moyens, 2, pas de plan d'action par lequel ils devaient opérer. Or, et si on veut nous dire qu'il faut croire... Est-ce que dans le fond, ce n'était pas la stratégie? Ce n'est pas une stratégie délibérée des autorités de faire fi sur les détails du mode du modus operandi de cette dynamique de déstabilisation du pays? Je n'ai aucune idée. Mais c'est différent de la manière dont c'est le même gouvernement de transition. C'est différent dans le manière dont ils ont traité par le passé événements passés des situations identiques qui étaient toujours aussi graves. Qui étaient aussi graves, oui. Ils ont exposé, c'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas un secret. Les moyens, ils les exposent. Le plan d'action, ils l'exposent également. Et Jonathan, donne-moi même une minute. Ils n'avaient pas livré le visage des militaires ivoiriens. Nous, on criait même que livrez-les noms. C'est-à-dire qu'on les a préservés pour l'image. Oui. Mais comment on peut livrer un général? C'est-à-dire qu'elle est l'une des plus gradées d'Afrique. Nous, au Cameroun, on n'a pas une femme élevée au grade de général. Je prie le patriarche président, avant de partir, de nous élever une. Parce que les femmes apportent énormément dans la sécurité et la défense du pays au sein de nos forces de sécurité. Mais le Mali va avoir ce courage. Elle a été non seulement élevée au grade, une femme allée au combat. Elle a été au combat. Comment on livre cette femme déshabillée? L'image qu'on livre à la radio-télévision malienne, elle n'a plus sa tenue de militaire. Nous avons beaucoup de dessins de la... Donc on a eu du mal, nous, à projeter l'image. Elle est déshabillée. Déshabillée déjà du corps. Comme dit le président Banda. Mais un élément, nous on va demander de les fusiller. Un demi-élément. Même une conversation qui a fuité. Faites même fuiter sur les réseaux sociaux. Rien. Bertrand, encore là, tu touches un élément. Aucun officier en Afrique patriote ne peut accepter ça. Je dis officier. Parce que c'est un corps l'armée. C'est pas parce que tu es général au Mali. Quand tu es général au Mali, tu as tu es respecté par tes pairs généraux du Cameroun. C'est un grade exceptionnel. Élevé au grade de général. Donc un général au Tchad, un général, et je chute. Quand on a livré la nudité de Daoud, président, on a fait une émission sur Afrique Média, connaissant nos relations avec le Tchad. Qu'est-ce qu'on avait dit au maréchal Déby? Que pas ça. Pas ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, président. Et dit que mais c'est un compagnon de lutte. Quel que soit ce qu'il a fait, passe pas le livre au chien. Il est décédé, je crois, quelques temps plus tard, ce grand militaire et ce grand général. Sans qu'on ne lui laisse l'occasion de parler, il n'a jamais parlé. Donc je suis d'accord avec Jonathan pour dire que pourquoi les démarches, donc, à la limite, ne sont pas les mêmes. Et les démarches ne sont pas Bertrand, tu touches un élément, je vais laisser la parole. Vas-y, Jonathan, c'est un débat. Le dernier élément. Allez-y rapidement. Tu as parlé des conversations. Si ceux qui sont dans le direct, parce qu'il semble nous trouver que nous sommes un peu trop suspicieux, mais ils doivent un peu se souvenir de quelque chose. La conversation entre le ministre, l'ancien ministre des Finances et Ouattara. Monsieur Cissé, Boubou. Boubou Cissé et Alassane Dramane Ouattara.
c'est la conversation privée. Il y a une loi qui encadre les communications privées. Surtout donc, même les hommes d'État. Voilà. Mais les autorités maliennes, en guise de transparence, et pour qu'on ne dise pas que nous sommes dans une chasse aux sorcières, avaient mis ça dehors. Avaient mis cela à la disposition du public. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'il y a des choses qu'on ne met pas dehors. Nous avons simplement dit, il faut un procès, mais dans le procès, il faut mettre les éléments de preuve. D'accord. Président. Donc, je dis que juste, on a encore les affaires de forme du communiqué. Vu qu'on parle là, on est sur la forme du communiqué. Moi, ici, encore sur le communiqué. Parce que je veux... je ne sais pas si on nous a réduit à moins que des perroquets, c'est-à-dire des applaudisseurs spécialisés, des vovous, c'est-à-dire des faiseurs de vovuzela pour le compte de la transition malienne. Ou bien les gens se rappellent que nous sommes des acteurs et pas n'importe quel acteur. Parce que ce processus a une histoire. Je voudrais appeler ça à des petits gens qui viennent se mettre dans les réseaux pour tenter de croire que, c'est-à-dire qu'ils veulent intimider les gens. Est-ce qu'on a le droit d'interroger les acteurs de la transition malienne? Le débat à ce niveau. Est-ce qu'on a ce droit? Donc je suis en train de dire, vous rassurez l'opinion d'une part que, on nous rassure d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices. La messe est dite sur les enquêtes. Le rôle est clair, que c'est pour d'éventuels complices. Donc il n'est pas question, si je me fie à ce document, que on va faire la lumière sur cette affaire. Je vous ai dit depuis longtemps que moi, le problème que j'ai que j'ai commencé à avoir avec la transition malienne, c'est cette volonté, cette tendance qu'il y a à humilier des gens qui ont été en premier plan avec vous. Moi, je ne comprends pas ce type de politique. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que pour le faire, il faut s'assurer que vous-même là qui parlez, vous-même qui êtes devant et qui jugez là, vous êtes exempt de critiques qui peuvent être des critiques bien d'actes, aussi assimilables au qualificatif que vous attribuez aux actes supposés de ceux qui, pour l'instant là, sont dans la situation que nous savons. Mon cher Fabrice. C'est-à-dire que, au-delà de la fonction qu'il a, le général Assimi Goïta et le Premier ministre et les autres là, ils sont sûrs que dans leurs actes là, il n'y a pas de choses qu'on peut leur reprocher qui puissent être assimilables à ce qu'ils sont en train de reprocher actuellement à ceux-ci. Je rappelle que ces gens ne sont pas n'importe qui. Madame Nema n'est pas n'importe qui. Dambélé n'est pas n'importe qui. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, je ne sais pas si j'ai mal lu quelque part. Je ne sais pas si c'est le camarade ou le ministre de la Défense. Pendant qu'ils sont interpellés, ce sont ses proches. Pendant qu'ils sont interpellés, lui, il est à Moscou avec une délégation. Il semblerait qu'il rentre aujourd'hui. Il semble qu'il rentre aujourd'hui et on dit que l'accueil risque... Non, on n'en sait rien. Oh, moi j'attends les rumeurs. C'est le seul. J'attends le seul. J'attends les rumeurs que apparemment même on va le limoger. Oui, peut-être qu'il est déjà limogé. Où il sera. C'est le seul qui est intègre. C'est le seul qui est intègre. Le patron de l'enseignement, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre. Corrompu jusqu'à le... Jonathan, je vous en prie, la parole au président. Je dis, oui. je suis encore au niveau de la forme. Je suis encore au niveau de la forme. Donc, vous voyez que le communiqué en soi lui-même pose problème. Énormément. Vous voyez que ça pose problème. Ça pose problème. En comparaison avec d'autres communiqués du même type. À partir desquels on nous a donné des éléments pour prendre position et soutenir. Ça pose problème. Mais quand il a fini de dire ça sur le fond, sur la forme, il y a quand même un contexte qui prévaut là-dedans. Il y a un contexte qui prévaut et qui nous permet de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Le contexte, c'est quoi? Je voudrais vous rappeler que Madame la générale Nema Sangara a fait des déclarations passées sur la situation du matériel militaire qui avait été saisi par les djihadistes. Elle a fait des déclarations. Ces déclarations n'ont pas plu à la hiérarchie. Comme nous continuons à tout faire pour ne pas mettre en péril ce bébé si cher au continent africain, je ne sais pas vous dire certaines choses ici.
attendons encore. Mais je dis, il y a un contexte. Le contexte, c'est que Madame la générale n'est malade. Et il y avait déjà, c'est-à-dire, elle émettait, c'était une forme de critique qu'elle émettait. Une de ces critiques avait trait avec la question du matériel saisi par les djihadistes. Le monsieur Abbas Dambélé. Alors, Président, on vient de nous renvoyer le général Daoud, il a là l'écusson de l'AES et de l'autre côté celui de l'armée malienne. On peut croire que c'est une communication qui aurait été finalement une décision collégiale. Signé des états-majors de l'AES. Signé des états-majors de l'AES. Bon, moi je ne veux pas entrer dans ça. Parce qu'on peut vous dire que dans le cas de ce qu'il y a eu de précédents burkinabés, ce sont les officiers burkinabés qui sont montés en première ligne et ils parlent au nom d'abord du Burkina Faso. Donc ça pour moi c'est un détail. Même si ça a du sens, hein, ce que tu soulèves. Mais je voudrais vous rappeler avant d'aller même plus loin. Je vais dire pourquoi j'insiste sur la forme. Écoutez, quand le général Tchani parle, prenez les sorties du général Tchani. Il fait des interviews qui prennent un certain temps. Et qu'est-ce qui caractérise ces sorties? C'est de fournir à l'opinion des éléments factuels, des preuves incontestables. Mais là, on est dans une communication spéciale. Ici, on est dans un simple communiqué. Si c'est fait à ce niveau-là, je vous rappelle que les trois sont dans l'AES. Et c'est un président. Si c'est fait à ce niveau-là, ça veut dire que c'est faisable aussi au niveau du Mali, au niveau du Burkina. Mais au Burkina, c'est pareil. Quand il y a un événement, voilà les communiqués qui sont pendus, ou bien quand l'État en question veut présenter à l'opinion africaine les éléments, on vous donne de quoi vous nourrir. C'est-à-dire que vous vous voulez défendre sérieusement, n'est-ce pas, notre bébé, notre enfant, on a besoin d'éléments inattaquables pour le faire. Et je dis que pour ça, nous avons été habitués. Il y a une tradition qui s'est imposée dans la communication des États membres de l'AES. Quand il s'agit de parler de situation, le Burkina nous a habitués à une certaine façon de communiquer. Le Mali nous a habitués à une certaine façon de communiquer. Le général Tchani va plus loin. C'est-à-dire quand lui communique, il donne des preuves, il cite des États, il détaille. Il détaille. Pourquoi? Parce que c'est sérieux. Parce que c'est sérieux. Parce que les enjeux l'exigent. Qu'est-ce qui explique que cette tradition-là, dans le cas d'espèce, soit rompue? Vous comprenez la question que je te posée, hein? Pourquoi dans le cas d'espèce, cette tradition est rompue? Je passe dessus. Je suis en train de parler du contexte qui prévaut actuellement au Mali. Avec la position de Madame Nema, elle n'est pas la seule. Même Dambélé, Général Dambélé, on dit qu'il a autorisé les manifestations. Oui. Les gens voulaient manifester pour protester contre les cités, il a autorisé la manifestation. C'est ça la trahison. C'est ça l'élément qui justifie qu'il est devenu un traître, ou bien il y a autre chose. Mais quand on connaît qui est ce monsieur, tout le monde connaît son parcours. Au Mali, bon, si les gens comme le ministre de la Défense, oui, Sadio Kamara, oui, si les Ndambélé, le général Ndambélé, si Madame Nema Sagara, la générale, et les autres peuvent être retournés comme ça et trahir leur pays, je veux qu'on me dise. Je veux qu'on me dise. C'est-à-dire, je veux qu'on me dise. Si déjà à ce niveau, il peut avoir ce type de retournement, qu'est-ce qui nous dit que la suite ne sera pas le Premier ministre actuel, y compris le général Assimi Goïta? Est-ce que vous m'écoutez? Parfaitement, cela, en tout cas, si on s'en tient à votre analyse, que l'on prenne par n'importe quel bout que l'on peut prendre cette histoire, il y a, de votre point de vue, finalement, des craintes à nourrir quant à la véritable trajectoire. C'est plus que des craintes. Puisque les communiqués sont des décisions de justice, des enquêtes. Je suis dans une dynamique de raisonnement qui est claire. Je dis ceci. Si Dambélé, au général, si Nema Sagara, Sadio Kamara, il n'est pas encore regarde à l'affaire. Il n'est pas encore regarde à l'affaire. Je ne sais pas comment on va faire, ce sont ses proches. Ouais. Je ne sais pas comment on va faire. Pour le général. Oui, que dis-je, Assimi Goïta, ils sont tous proches d'ailleurs. Très bien. Si on peut les retourner, ouais, qu'en sera-t-il du Premier ministre et même du président Assimi Goïta? Oh, si on peut les retourner.
on peut aussi les retourner. Bon, si ils ont ce qu'il fait, ce que jusqu'à présent, ils soient les gardiens, les derniers, comme on dit, mohicans, c'est-à-dire gardiens du temple. Gardien du temple. Mais il faut qu'ils partagent. Est-ce que c'est suffisamment partagé avec les autres membres du cœur de la révolution pour empêcher ça? Qu'est-ce que je veux par là dire? Il est très difficile dans une lutte, quand vous avez commencé ensemble, à un moment donné, d'arriver à une situation où un ou deux disent qu'on a le monopole. On a le monopole de ce qui est bien pour notre lutte. Quand on arrive à ce niveau, c'est qu'il y a problème. Alors, je veux parler avec le Bertrand. Je veux dire qu'il y a un ensemble d'exigences quand on arrive à ce niveau qui doivent être respectées. Ça veut dire que si le monopole là, c'est vous qui l'incarnez et qu'il n'est pas possible de le partager avec ce que vous travaillez, il y a un problème. Il faudra construire beaucoup de prisons, des milliers de prisons pour y garder les gens à tout moment. Les deux là, passons dessus. Alors nous parlons au Mali actuellement. Le général Assimi Goïta a annoncé, je ne sais pas si vous avez suivi, la formation de 100, près de 100, combien de personnes 100. Donnez-moi une minute que je regarde ça. J'ai vu ça par un communiqué. Oui, c'est-à-dire que de près de 124 000 militaires, formation. Je vous dis, hein. Donc. Comment ça? Je te dis donc. 124 000. C'est-à-dire que, en fait, il s'agit de créer, pour d'autres, c'est de créer une armée, une nouvelle armée pratiquement. Vous imaginez les conséquences d'une telle décision dans le contexte actuel. Je vous dis qu'il y a un contexte qui prévaut déjà au sein de la transition sur les orientations fondamentales de la transition. Il y a déjà un problème là. Ce qui se passe avec la générale Nema, avec Abbas Dambélé, et ça pourrait passer si, n'est-ce pas, il n'y avait pas déjà cette querelle au cœur sur le devenir même de l'armée. Il y a ce problème-là. Il y a ce problème. Bon, maintenant, si les héros, la hiérarchie la plus élevée de l'armée, au niveau du plus haut commandement, on ne s'entend plus sur ces principes fondamentaux. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je rappelle ce contexte pour dire qu'il n'est pas exclu qu'à cause justement de ce contexte-là, que nous puissions faire le lien avec la qualité de communauté qui nous est servie. Et qui, n'est-ce pas, doit servir pour nous sans aucune réflexion, sans aucune discussion, sans aucune analyse de base pour que nous nous prononçons. Je vais plus loin. Bertrand tout à l'heure l'a souligné. C'est-à-dire que, si c'est comme ça, donc, on attend aussi qu'on fasse un lien avec le Premier ministre Choguel Maïga. Ah oui. Il faudra qu'on fasse le lien. C'est-à-dire que les enquêtes sont en cours. Oui, donc je veux dire que on va faire le lien certainement. Le communiqué aurait pu Pourquoi dire je le dis? Il est en contact. Pourquoi je le dis? Voilà la situation actuelle, Premier ministre Choguel Maïga. La situation actuelle. C'est-à-dire que le Premier ministre Choguel Maïga est en garde à vue, non? Là, je l'attends. Oui, il est en garde à vue. C'est-à-dire, ce qu'on reproche au Premier ministre Choguel Maïga, moi, je prends toujours le temps de bien chercher, de faire des recherches, de recouper avant de venir me prononcer. Parce que ce sont des sujets délicats. Le Premier ministre Choguel Maïga, on lui reproche quoi? On lui reproche quoi? C'est-à-dire que si vous regardez, et j'invite le professeur Belek de se pencher, de faire des recherches sur ce qu'on reproche à Choguel Maïga. Ce qu'on reproche, c'est la sorcellerie. Je vous dis que c'est la sorcellerie. Il a détourné l'argent. C'est-à-dire que non seulement ce qu'on lui reproche est prévu par la loi, je dis, hein, je parle français, c'est-à-dire que quelqu'un fait ce qui est prévu par la loi. On dit que tu as fait... que les montants étaient au-delà. Non, c'est ça, il ne faut pas aider quelque chose. Basez-vous sur ce qui est devant vous, ce qu'on vous dit. Ces demandes-là, je peux vous les donner. Hein. Je peux vous les donner. J'ai tout ça, je peux vous donner tout ça. C'est ça là devant moi.
Je vous dis qu'il a fait ce qu'on lui reproche là. La loi dit qu'il doit faire ça, qu'il peut faire ça, et qu'il n'a aucun compte à rendre s'il fait ça. Ils sont les deux, sont deux mariés pour avoir ces prérogatives. Lui est le chef de la transition, le chef de l'État. Je dirais à ce niveau-là. Bon, on dit maintenant qu'il a fait ça. On dit, bon, ok, comme c'est comme ça, vraiment, il faut qu'à l'avenir, on change cette disposition. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça dit. C'est bien comment ce que ça vous dit. C'est-à-dire, une disposition légale sur le filet social, décret 2023, numéro 2023, 0012, Premier ministre, Premier ministère, du 12 janvier 2023 portant, délégation de signature qui dispose délégation permanente est donnée à monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre à l'effet de signer dans les limites de ses attributions au nom du Premier ministre et par délégation les correspondantes et les actes ci-après. Les décisions de mandatement sur le budget de la primature. Il s'y est de préciser qu'il n'existe pas de loi qui fixe une liste de nomenclature des activités à financer dans le cadre du filet social. C'est laissé à la discrétion exclusive du Premier ministre. Alors ça concerne uniquement le volet social. Non, le filet social. Les filets sociaux sont connus. Mais peut-être c'est ça. C'est entre autres ça. Même l'autre dossier, même là, c'est-à-dire que le Premier ministre n'a posé aucun acte. Je dis qu'il n'a posé aucun acte. C'est-à-dire qu'il n'a posé aucun acte et il ne s'est engagé nulle part qui puisse justifier qu'on l'interpelle. Ça c'est vous qui le dites. Peut-être de l'autre côté du Mali. On a la loi, tu dis. Oui, voilà, sur les faits qui lui sont reprochés. On dit que c'est les filets sociaux dans le financement des activités génératrices de revenus. Oui, président. Non, on va pas croire que la démarche, je crois que M. Choubel est suffisamment bien entouré, qu'il y a peut-être un cabinet d'avocats promis pour ça. Non, c'est pas le cabinet d'avocats. Je suis en train de te dire quelque chose. C'est-à-dire que toi, tu veux nuancer. Avant de travailler, nuance si tu veux. Moi, ne nuance pas la loi. Les textes sont là. Je vous dis que Choubel Magan n'est pas le seul à bénéficier de ça dans le cas du filet social. C'est aussi une prérogative qui est donnée au président de la République. Il peut dépenser la descente là comme il veut. Vous parlez de quelqu'un, je vous dis, quel est même l'enjeu tout à fait. Je parle des personnes qui sont les acteurs majeurs de cette refondation. Il ne faut pas éloigner le sujet. Nous parlons comme ça parce que ceux qui sont mis en cause ne sont pas n'importe qui. Ce sont les acteurs majeurs de la transition, des personnes que nous avons toutes accompagnées. Nous estimons, et Bertrand tout à l'heure rappelé, que même si on demande de les lyncher, donnons-nous suffisamment d'éléments pour que nous puissions aussi dire que ok, vous avez trahi, vous méritez le sort qui vous arrive, vous devez être pendu. Monsieur Fabrice Ndom, si demain je suis au pouvoir et que je travaille pour Saint-Bélec, je ne peux pas le traiter comme n'importe qui. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que j'ai marché avec lui. Oui. On a lutté ensemble. Pour que moi je puisse le traiter durement. Extrêmement. Il faut qu'il y ait des éléments suffisamment graves qui font que je n'ai pas le choix. Pour l'intérêt du pays, je dois le faire. Nous disons ceci. Est-ce que c'est avéré pour le cas de tous ceux-ci qui sont là? C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est avéré? On n'humilie pas n'importe comment les compagnons de lutte. S'il faut les sanctionner, nous sommes des futurs hommes d'État. Je comprends qu'au nom des projet d'État, on peut même mettre son épouse en prison, même son enfant. Oui. On peut aller même plus loin. Bien sûr. Dans les versions chinoises, on peut même fusiller son propre enfant. Si c'est avéré que c'est lui-là, il est en train de contrecarrer les intérêts supérieurs de l'État. Mais Fabrice, non. Si on vient vous dire, vous êtes président, on dit fusillez votre enfant. Vous allez reculer, non? Vous n'allez pas reculer. Vous allez reculer. Pourquoi? C'est une décision grave. Vous savez pourquoi? C'est votre enfant. Dans une révolution de ce type-ci, quand on a marché avec des gens qui ont donné de leur vie pour cette lutte-là, comme les personnes que je suis en train de voir là, je dis ceci, je ne dis pas que les personnes sont intouchables. On n'est pas, le fait d'avoir lutté, de vous conférer pas un certificat d'impunité. Non. Mais je dis simplement ceci. Donnez à l'opinion publique africaine, donnez aux panafricanistes les éléments suffisants pour qu'ensemble, nous les disons que ces gens-là, ils nous ont trahis, ils ont été bons hier, ils nous ont trahis. Ce n'est pas le cas.
Donc, quand vous prenez cette atmosphère où on commence à humilier un Premier ministre sur la base de néant, c'est-à-dire il n'y a rien qu'on nous reproche. Parce qu'il dit ce qu'il pense de la lutte. Il y a un problème. Si on fait ça pour le Premier ministre, on peut faire ça pour Dema. On peut faire ça pour les gens. C'est ce que je viens de dire. C'est ça. Comme me demande le contraire. Voilà pourquoi j'ai dit cette affaire-là. Je ne sens pas ça. D'accord. Je ne sens pas ça. Ça dit que vous humiliez un monsieur comme Choguel Maga. Pourquoi? Il a fait quoi? De l'autre demande, vous dites, c'est quand même terrible. Écoutez, je vais aller même plus loin. Si nous sommes dans un combat, quelqu'un, même quand on veut condamner quelqu'un, on fait quand même une proportionnalité entre ce qu'il a donné dans la lutte et ce qu'il est en train de menacer. C'est la loi de la proportionnalité. C'est valable en droit, c'est valable en mathématiques. C'est-à-dire que, même c'est-à-dire que si j'ai marché avec le comment on marche ensemble, même si demain il arrive que l'un de nous doit frapper l'autre dans le cadre du combat qu'on est en train de mener, on peut quand même se souvenir que ouais, ce monsieur s'y a donné. Il a donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça. Je trouve tout ça trop brutal. C'est trop brutal entre camarades. Je trouve ça trop brutal entre frères et combattants de lutte. Je trouve ça trop brutal. Nous ne sommes pas ici à l'époque de l'Union soviétique, où Staline demandait aux gens de réunir leurs parents. C'est une parenthèse. Jonathan me regarde. Comme il est sympathisant de cette révolution-là, je te rassure que je ne suis pas dans une dérive. Je suis radical, président. Non, mais moi je suis d'accord avec ces perspectives. Sauf je te rassure que ils sont pas je ne suis pas dans une dérive proche quand j'évoque ça, mais je veux dire, c'est-à-dire que on ne mange pas ses enfants comme ça. Les révolutions mangent leurs enfants. Il faut faire attention. Donc je dis que on est dans une atmosphère qui donne des allures de... Comme c'est dans une dynamique de purge. Ça y ressemble beaucoup. Puis, ça veut dire qu'il faut qu'on élimine des personnes peut-être gênantes, de par leur aura et leur capacité peut-être à tenir tête à certains moments. Je cite encore, je reviens sur le cas du Premier ministre. On lui fait ça pourquoi? Puisque moi je veux voir, ok, on nous a servi une affaire, non? Non, c'est que c'est un concurrent. Là, moi, je l'attends, on nous a servi la raison pour laquelle on l'a mis en garde à vue. Là, je vois. C'est-à-dire que quelqu'un accuse quelqu'un d'une chose, et il dit que non, il faut qu'on crée la loi vraiment, il faut qu'on revoie la loi là, qui est là. Qui lui avait donné ses plus. Qui lui a donné les prérogatives de faire, il faut qu'on voit la loi. Vous êtes sérieux? Ce monsieur, c'est Choguel Maga, l'ancien Premier ministre de la transition. Et nous savons ce qu'il a apporté dans ce combat-là. On parle de quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions dans le pays. Écoutez, je vais vous dire, je rappelle ça parce que j'ai rappelé ça pour le général Abbas Dambélé, pour Nema, pour le ministre de la Défense, Camara Sadio. Les gens ont un parcours, ils ont des états de service. Fabrice, il y a des choses aujourd'hui, si on me dit que Fabrice m'a fait telle chose, ma réaction première, c'est de dire qu'il n'a pas fait ça. Parce que je te connais comme n'étant pas en capacité de faire ça. Comprenez, cher Malien, que je suis surpris, comme je me dis, qu'Abbas Dambélé s'est retourné comme ça, que Nema Sagara s'est retourné comme ça. L'homme est envoyé à divers, nous le savons, mais comprenez que je dis que je ne comprends pas cette affaire. Comprenez que, monsieur, nous sommes troublés devant le traitement qu'on réserve à Choguel Maga, votre ancien Premier ministre. Quand nous rappelons qu'en 2002, de 2002 à 2007, il a été ministre de l'Industrie et du Commerce. A-t-il laissé des traces de détournement là-bas? Maintenant, il a été directeur général de l'AMRT. A-t-il laissé des traces de détournement là-bas? Il a été ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de 2015 à 2016. A-t-il laissé des traces de détournement là-bas? Quand quelqu'un a un parcours où on sait que d'habitude, il n'a pas fait ça. Lorsque même possible qu'il le fasse, il n'a pas fait. Comprenez que nous qui analysons les parcours de nos dirigeants là, quand on nous dit un matin qu'il a détourné même, c'est les frais de quoi là mon frère? C'est-à-dire que ce qu'on dit un agent des AGR pour financer les activités génératives de revenus. C'est ça que non, ça c'est autre chose. Il y a un agent là de dépenses, de déplacement, des choses comme ça. Les frais d'émission. Frais d'émission, c'est les frais de souveraineté. Au Cameroun, on appelle ça frais de souveraineté. Le budget de fonctionnement du ministère. C'est-à-dire, et que vous savez que la loi dit qu'il peut disposer de ça comme il veut. La loi dit ça. Mais et que vous venez nous dire, devant le monde entier, que ce monsieur-là est gardé à vue. Premier ministre, 3 ans. 2001-2024, 3 ans.
c'est-à-dire qu'il est gardé à vue. Vous dites qu'il est gardé à vue parce que nous disons qu'il a détourné l'argent des frais de mission et de déplacement. C'est dommage. Il y a un problème. D'accord. En tout cas, je vais terminer par là. La semaine dernière, je vous ai dit ici que rendez-vous dans quelques mois. Je réitère ça. Rendez-vous dans quelques mois. Rendez-vous dans quelques... Hein? Pourquoi tu es pressé? Rendez-vous dans quelques mois. Rendez-vous dans quelques mois. Venez rendez-vous au Mali, à la transition? Bien sûr. Au Pan-Africain? Rendez-vous à toute l'Afrique dans quelques mois. Je souhaite, comme c'est un sujet délicat, je souhaite que ce qu'on reproche à tous ces gens soit vrai. Nous reviendrons ici. Nous allons dire à Mondo Vision que notre soutien était passionnel, qu'on n'avait pas assez d'éléments, qu'on demande pardon à la transition malienne. Vous avez raison. Mais si ce n'est pas le cas, j'en souhaite ainsi. Si ce n'est pas le cas, non, nous allons tourner la page de cette transition. Non, Bertrand, on ne tourne pas la page. C'est notre débat dans le Non, je veux dire des individus. On ne tournera pas la page. Si ce n'est pas le cas, les gens vont savoir que les combats de cette nature ne peuvent pas être la propriété de quelques personnes. Quand à un moment donné, dans un combat, les gens croient qu'ils sont, c'est-à-dire, ils deviennent, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'ils sont dieux. Parlons comme ça. Sur le point de chuter. Oui. Ce n'est pas la propriété de quelques personnes. Et que jusqu'à maintenant, cet après-midi ici, là, vous voyez comment nous on fait preuve de réserve. On est encore en train de réunir les éléments. Quand j'aurai tous les éléments, on va voir. Merci infiniment, vous, très cher monsieur. Je vous en prie, je crois que le temps est parti. À cette production est largement dépassée. Messieurs, je vous en prie, on est obligé de refermer cette réflexion. Le sujet sur la situation en Ukraine reviendra demain avec Boubacar, pour vous, certainement avec vous, Jonathan ou Charlie, à l'effet de nous donner des grandes lignes, mais davantage les grandes leçons donc, de cette rencontre, on va dire, historique entre Trump et Vladimir Poutine, remplie d'images, d'émotions, mais surtout de leçons politiques et géopolitiques à plus d'un titre. Merci Bertrand d'avoir été des nôtres. Ça a été un dimanche assez surchargé. Charlie Kenyé, merci également, très cher monsieur, d'avoir été des nôtres en multiplex depuis Yaoundé. On ne sait pas si on vous a en multiplex. Est-ce qu'il est là, Charlie? Allez, prof, merci beaucoup. De rien. Ouais, ça a été toujours un sacerdoce. Président Jonathan, merci infiniment à vous, très cher messieurs, pour vos contributions combien importantes. On reste davantage donc aux aguets de la situation au Mali et bien partout ailleurs sur le continent, en République démocratique. Il faut suivre ça de près. Ouais, on y reviendra. Le cas du Mali est différent de la RDC. Non, c'est pas la même chose. On ne refera pas le débat. Dimanche, on y reviendra cette semaine et on mettra direct. C'est nous qui le direct. On mettra sur la situation qui, depuis très longtemps. Tout à fait. On y reviendra de fond en comble. Émission notamment conduite demain de maître par Nasser Ladan et toute son équipe qui nous accompagne sous le regard peut-être gendarme de nos stagiaires qui étaient dans le futur. Vous les retrouverez dès lundi avec une édition spéciale. Ils vous parleront en termes d'actualité, peut-être aussi en termes d'analyse. Quant à moi, je vous suis gré de cette, on va dire quoi, de cette amitié sans cesse renouvelée, est un peu plus assez nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention de tout savoir, mais nous vous donnons les clés de compréhension autour des faits d'actualité majeure que traverse et connaît d'ailleurs notre continent. À très bientôt. Bonsoir.